Et elle me dit très poétiquement que derrière ce « à bientôt » et cette main tendue, il y a juste l'idée d'un remerciement, en fait, me remercier d'avoir été là, tu vois. Waouh. Je vais pleurer 5 fois dans l'émission, je vous le dis. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Xavier. On l'appelle l'homme étoilé, c'est son pseudo qu'il utilise pour écrire des BD sur son métier. Il est infirmier en soins palliatifs. C'est l'accompagnement des patients en fin de vie. C'est très intéressant, c'est très profond. Je suis très content de pouvoir faire cette émission aujourd'hui. Si vous voulez vous aussi passer, raconter votre métier, si vous avez un métier étonnant, vous avez des anecdotes de vie, si vous arrivez quelque chose d'incroyable, vous êtes tous les bienvenus. Il suffit juste de m'envoyer votre numéro de téléphone avec une petite explication par email à contact@legendegroup.fr. Et c'est parti avec Xavier, alias l'homme étoilé. Bonjour, je m'appelle Xavier, je suis infirmier en soins palliatifs et également auteur de bande dessinée sous le petit nom de l'homme étoilé. Et aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Eh bien, bienvenue. Xavier, l'homme étoilé. Tu vas nous expliquer pourquoi l'homme étoilé et tu vas nous expliquer ce que ça veut dire soins palliatifs, si tu veux bien. Et après, on va parler de tes BD aussi. C'est un sujet qui est très intéressant. Je te remercie de venir nous raconter ce que tu fais au quotidien. C'est un métier qui est assez incroyable quand on a eu, entre guillemets, la malchance d'aller dans un service de soins palliatifs, qui sont en fait des services de fin de vie, c'est ça ? Pas que, et je pense même que parfois, c'est, surtout aujourd'hui, en France, c'est presque une chance de pouvoir y accéder, c'est ce qu'on constate, parce que y a quand même 22 départements en France qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Et donc, on a énormément de personnes qui n'ont pas la chance de passer par les soins palliatifs pour être accompagnées dans leur fin de vie. Donc, les soins palliatifs, en fait, c'est l'ensemble des soins qui vont œuvrer à optimiser le confort et la qualité de vie d'une personne atteint d'une maladie grave ou incurable. Donc c'est des soins qui vont se concentrer sur tout ce qui peut être source de souffrance, que ce soit la souffrance physique ou psychique, ou sociale, ou même spirituelle. C'est marrant, tu parles très doucement, on sent que tu es très doux. C'est assez agréable, c'est ce qu'on se disait avant. Je pense que c'est l'habitude aussi quand tu accompagnes. C'est pas des endroits où on parle fort, c'est pas des endroits où on est dans toutes ces émotions, etc. Enfin, dans toutes les émotions, on va pas crier, on va pas, etc. Quoique, tu vas nous raconter, il se passe des choses parfois assez incroyables. C'est des métiers où il faut se donner quand même humainement. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier-là, toi ? Ça fait 15 ans que je suis infirmier et dans ma carrière, j'ai surfé entre les soins palliatifs et l'oncologie. Qui est le service des cancers, le cancer, l'oncologie, c'est... Donc ça fait quand même 15 ans que je suis confronté aux soins palliatifs de manière quotidienne, quoi. Là, j'ai ton ancienne BD, on va en parler après, parce que c'est un lien avec évidemment ce que tu fais. Je suis au-delà de la mort, ça c'était une de tes premières BD, tu en as fait 3 en tout. Je vous mets des liens cliquables sous la vidéo, si vous allez les chercher. La nouvelle, elle s'appelle Constellation, l'homme étoilé, donc c'est aux éditions Le Lombard cette fois. Donc c'est toi l'homme étoilé, on te reconnaît de façon assez facilement. Voilà. Pourquoi tu t'appelles l'homme étoilé ? C'est une petite patiente qui m'a donné ce surnom. Dont j'ai raconté l'histoire, la rencontre dans une de mes premières BD à la vie. Et c'est une histoire assez mignonne, c'est l'histoire de Blanche, une patiente de près de 80 ans de mémoire qui arrive dans notre service et qui fait face à l'impossibilité de la médecine de la guérir. Elle est atteinte d'un cancer en phase terminale. Elle sait qu'elle va prochainement mourir dans notre service et elle est murée dans une profonde tristesse, une grande dépression. Et moi, je suis tout jeune diplômé à l'époque. Je viens d'arriver à Metz dans ce service de soins palliatifs. Et j'ai qu'une envie, en fait, c'est de pouvoir apporter un petit plus de vie à chacun de mes patients. À l'époque, je travaille beaucoup en musique. Et tous les matins, quand je m'occupe de Blanche, je lui propose de la musique lors des soins. Et elle accepte volontiers, mais je sens que rien ne la rencontre, tout la traverse. Et les soins s'opèrent dans un silence, mais très pesant. Il n'y a pas d'échange, on se dit rien, on met juste les musiques que je lui impose d'une certaine manière. Et au bout d'un moment, c'est très frustrant pour moi, parce que c'est pas ce que j'ai envie de lui apporter, en fait. J'ai envie de lui apporter quelque chose de l'ordre du plaisir, du confort, et j'y arrive pas. Et donc, au bout de quelques jours, je me fais plus insistant. Le matin, en lui demandant de choisir le programme musical de la matinée. Et elle me répond que voilà, je peux mettre ce que je veux, c'est pas important.
Mais j'insiste, et j'arrive à la faire dire du bout des lèvres que quand elle était plus jeune, elle aimait Brel. Alors en plus, moi, en tant que Belge, Brel, ça me parle, donc je lui mets Brel. D'origine belge, toi. C'est ça. Et je suis tellement heureux, en fait, qu'elle m'ouvre cette petite porte que je fonce dedans, et je prends son pied à perfusion en guise de micro, et je chante sur Brel, je danse sur Brel dans sa chambre, et je la vois sourire. Et le lendemain, sa fille vient lui rendre visite, et en passant dans le couloir, elle me voit, et elle me dit « Ah, c'est vous ?» Et du coup, sur mon air un peu interrogatif, elle me dit qu'en fait, la veille, elle est allée rendre visite à sa maman, que quand elle est rentrée dans sa chambre, elle l'a surprise en train de sourire, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, a priori. Et quand elle lui a demandé ce qui se passait, elle lui a répondu « C'est l'homme étoilé qui m'a mis du Brel ». Et je pense qu'elle a tout simplement pas vu mon nom sur ma blouse blanche, et elle me désigne aux étoiles qui sont tatouées autour de mon bras. Et ça m'a touché parce que ce petit nom, tu vois, il symbolisait... il concentrait tous les efforts que j'ai pu mettre dans la chambre de cette patiente pour juste lui apporter un peu de vie, en fait. Et donc, quand j'ai commencé à partager mes récits sur Instagram d'accompagnement, et que j'ai voulu les rassembler sous un nom de plume, j'ai choisi celui-là. Magnifique. Félicitations. C'est un métier absolument incroyable. Et ça fait longtemps que je voulais recevoir quelqu'un qui était dans un de ces services-là. On ne se rend pas compte à quel point vous êtes formidables, tous, et à quel point vous donnez. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Je te raconterai une anecdote, et je vous raconterai après une anecdote qui m'est malheureusement arrivée dans un de ces services là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui en sortent des soins palliatifs, qui finalement arrivent à récupérer un peu par miracle? Est-ce que tu as déjà vu des gens qui en repartaient? Alors, par miracle, non, mais ce que les gens ne savent pas forcément autour des soins palliatifs, c'est qu'on n'y accueille pas que des personnes en fin de vie. Il y a toute une dimension dans les soins palliatifs qu'on appelle les soins de support, qui vont avoir pour but d'accompagner des personnes en situation de soins soit curatifs, soit palliatifs. Donc, par exemple, une personne atteinte d'un cancer, dont les traitements vont avoir pour but de la guérir de ce cancer, ou de lui permettre de vivre le plus confortablement possible malgré ce cancer. Et ces personnes-là, on est aussi amenés et habilités à les prendre en charge pour traiter tout ce qui va être source d'inconfort autour de la maladie ou des traitements de la maladie. On a des personnes qu'on va suivre parfois pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et donc voilà, il y a des personnes effectivement qui rentrent en soins palliatifs et qui en sortent. Pourquoi tu as choisi ce service? Et à un moment donné, on n'arrive pas là par hasard. Je pense que dans mon histoire personnelle, il y a énormément de choses aujourd'hui qui font sens et lien avec ça. J'ai une maman qui a été exposée quand j'étais très jeune à de nombreux problèmes de santé que je ne comprenais pas. Quand tu es enfant, c'est pas forcément facile de voir ta maman malade et de pas savoir comment tu peux l'aider. Et je pense que quand j'ai frappé à la porte d'une école d'infirmière, j'avais cette volonté quelque part d'accompagner les gens autrement que simplement en leur donnant des médicaments et des soins, mais j'avais cette envie de les accompagner humainement, avec ce que je suis en fait, tu vois. Et en fait, à la base, quand j'ai démarré ces études d'infirmier, moi je me destinais à la psychiatrie. Je sortais de 2 années d'une fac de psycho, et j'avais une soif de rencontres, de soins relationnels, en fait, de pouvoir soigner l'autre avec des compétences presque de l'ordre d'une psychologue, en fait. Et j'ai fait un stage en psychiatrie qui n'a pas forcément rencontré mes attentes. Et c'est finalement en étant exposé à des personnes en fin de vie que je me suis rendu compte que là, j'avais quelque chose à exprimer. Dans ces moments si fragiles, tu vois, où souvent les patients qu'on admet se sentent déjà plus morts que vifs. Et notre mission, c'est justement de leur rappeler qu'ils sont encore en vie et qu'il y a des moments à investir. Et moi, je trouve ça passionnant, quoi. Est-ce que parfois ça t'énerve de voir des gens qui font n'importe quoi de leur vie, alors qu'il y a des gens qui aimeraient vivre et qui ne peuvent pas? Quand tu vois des gens partir alors qu'ils ont envie de rester, et tu vois des gens faire un peu n'importe quoi, à côté dans la rue, etc., tu te dis, mais gars, vous êtes en bonne santé, vous vous rendez pas compte? Est-ce que tu as ce côté-là maintenant? Non, parce que je me garde de juger ce que les gens font de leur vie, en fait. Mais c'est vrai que je pense que, à titre perso, le fait de voir des personnes dans des situations parfois très précaires, très fragiles, ça te fait un petit peu repenser ta propre vie et la fragilité de ta vie et l'impératif besoin d'en profiter, de pas en faire n'importe quoi, ouais. T'es venu de Bruxelles, à la base.
tu viens, tu rencontres une femme, on va la faire courte, mais pour comprendre. Tu viens en fait habiter en France pour une femme, c'est ça? Pour comprendre ton parcours, parce que tu es belge, tu disais. Ouais, c'est ça. J'ai fait mon école à Bruxelles, et puis 6 mois après le diplôme, j'ai rejoint ma compagne de l'époque à Metz, et ça fait maintenant 14 ans que j'y vis. Pourquoi tu commences la BD à côté? J'ai toujours dessiné, en fait, toujours. J'ai toujours été passionné, un grand consommateur de bande dessinée, moi-même. J'ai toujours adoré dessiner. Sauf que j'en ai jamais rien fait de professionnel, quoi, parce que j'étais pas le plus convaincu par mon talent, tout simplement. Et c'est sur l'insistance de mon frère à l'époque et de ma compagne de l'époque que j'ouvre un compte Instagram en 2016 de mémoire, et que je commence à partager des petites tranches de vie, du quotidien, un peu en mode un gars et une fille, tu sais, avec ma compagne. Et en parallèle, en soins palliatifs, je collecte tellement de beaux souvenirs et de belles anecdotes, et on m'invite tellement jamais à en parler, en fait. Parce que dès que je dis que je suis infirmier en soins palliatifs, je récolte des réactions d'apitoiement, et les gens ont pitié de moi. Que je me dis, il faut que je trouve un espace, en fait, pour raconter tout ça. Et puis, il y a eu des rencontres qui ont été comment dire, des éléments déclencheurs de tout ça. Et donc, un jour, je décide de rediriger mon lectorat sur Instagram vers ces anecdotes de soins palliatifs. Tu me parlais tout à l'heure de la dame qui t'avait appelé l'homme étoilé. Elle a su que tu allais t'appeler comme ça après en BD? Non, parce que c'est une histoire qui s'est passée entre 2010 et 2011, je dirais. Donc, la pauvre, elle est décédée entre-temps, donc elle l'a jamais su, non. Première leçon de vie, tu parles d'une première leçon de vie quand tu démarres dans un service donc palliatif en pneumologie. Première année d'études, elle s'appelle Paulette. Parce qu'il faut savoir que dans ta dernière BD, là, il y a des histoires vraies que tu as réadaptées, en gros, que tu expliques. Tu les romances ou tu as essayé d'être le plus proche de la réalité de ce que tu as vécu? Non, c'est véritablement comme ça qu'elles se sont passées. Il y a tout un travail, forcément, quand tu fais de la BD, d'agencement, si tu veux, pour les rendre racontables. Digeste, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis aussi pour qu'il y ait un début et une fin, tout simplement. Elles se sont véritablement passées comme ça. Et Paulette, ouais, effectivement, c'est une histoire assez dingue parce que première année d'études, premier stage en pneumologie à Bruxelles, première patiente dont on me confie la prise en charge, et elle ne m'adresse pas un mot. Je rentre dans sa chambre, et du moment où je rentre, que je lui dis bonjour, que je l'assaille de questions, jusqu'au moment où je sors, elle ne me dit pas un mot. Tu continues de lui parler? Ouais, et parce que j'en veux, tu vois, j'ai fait cette école, je suis bien dans ces études, je sens que j'ai quelque chose à exprimer, j'ai une vraie envie de me dévouer, tu vois, pour mes patients, et rien, quoi. Et au début, je me dis, je sais pas, je suis gauche, il y a un truc que je fais mal, il y a quelque chose à apprendre, une leçon à tirer de tout ça. Et au bout d'un moment, ça m'agace, en fait, parce que je me dis, merde, je mérite quand même au moins une réponse à un bonjour, tu vois. Mais rien. Et c'est une histoire qui se passe sur 5 jours, c'est tout bête, hein. Le vendredi matin, j'arrive dans sa chambre, mais presque en colère. Et je me souviens que pendant que je remplis sa bassine d'eau, avant de lui faire sa toilette, je me dis, tu veux pas parler? C'est pas grave, je vais parler pour deux. Et à ce moment-là, je suis dans les prémices de ma relation amoureuse avec celle qui sera ma compagne pendant 15 ans après. Ça fait 3 ans qu'on correspond sur les réseaux sociaux, on s'est jamais rencontrés. Et le week-end qui vient, on doit se rencontrer pour la première fois à Metz. Et je lui raconte tout ça, en fait. Et donc, pendant, je sais pas, les 20 minutes, une demi-heure que je passe dans sa chambre, en mode véritable diarrhée verbale, tu vois, je parle tout seul, en continu. Et, tu fais un podcast solo? Exactement. Et je me dis, c'est pas grave, je vais meubler l'espace sonore tout seul. Et une fois que j'ai fini de raconter mon histoire et que la toilette est finie, bonne journée Paulette, au revoir. Le week-end se passe très bien, je reviens à Bruxelles des étoiles plein les yeux, et entre-temps, j'ai un peu oublié Paulette. Parce que ça se passe bien avec elle, c'est ça. Avec ta future copine. Et donc, le lundi suivant, quand je retourne dans la chambre de Paulette, je sens qu'elle ne m'accueille pas de la même façon. Il y a plus cette espèce d'hostilité et de mépris dans son regard. Il y a un peu quelque chose de l'ordre de la curiosité. Et donc, je commence sa toilette, et au bout d'un moment, elle me regarde et me dit « Et alors ?» Et je dis « Et alors quoi ?» Elle me dit « Votre week-end avec la petite Française !» Ah, c'est vrai? Et je me dis, en fait, à partir de ce moment-là, toute la dynamique de notre relation s'inverse. Et cette patiente, cette première patiente, elle devient
la confidente de ma relation amoureuse naissante. C'est-à-dire que tous les jours, elle me demande des news, tu vois, je lui montre les SMS qu'on s'échange, les photos qu'on s'est envoyées et tout ça. Et en fait, elle m'offre une leçon, mais magistrale. Et je m'en suis pas, je le dis avec humilité, je m'en suis pas rendu compte sur le moment même. Je m'en suis rendu compte quelques années plus tard. Elle m'apprend, en fait, cette patiente, que tant que tu considères tes patients comme une somme de mots, comme des symptômes, les symptômes d'une maladie, bah, t'arrêtes de les faire exister en tant qu'être humain. Et Paulette, c'est une petite dame qui, de mémoire, était atteinte d'un cancer pulmonaire, qui est enfermée dans cette chambre d'hôpital depuis plusieurs semaines, et qui a besoin qu'on lui raconte, en fait, comment la vie continue à s'écouler au dehors de l'hôpital. Et tant que moi, je m'inquiète juste de savoir comment va son transit, si elle a mal ou pas, je la fais exister qu'à travers sa maladie, en fait. Pourquoi elle te parlait pas au début, tu penses? Parce que je pense que j'étais un infirmier comme tant d'autres qui ne la faisait exister qu'à travers ses mots, qu'à travers ses symptômes. Et je m'en rends compte, tu vois, a posteriori, qu'effectivement, quand je rentrais dans sa chambre, les premières questions que je lui posais, c'était... Ouais, c'était vraiment ton approche qui était un peu plus gauche que ce que tu as réussi à avoir après. Une approche très théorique, en fait. C'est-à-dire que tu te concentres, alors heureusement, hein, sur son confort, mais t'en oublies que bah, c'est une petite dame comme toi et moi, avec des envies, des besoins, des rêves, des aspirations, qui est clouée dans un lit à l'hôpital et qui aimerait bien qu'on se concentre pas que sur les symptômes pénibles de sa maladie. Vous avez créé un lien, du coup, qui a duré jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin de ce stage, hein, c'était un stage, donc je l'ai côtoyé il y a quelques semaines, Paulette. Je t'avoue que j'ai plus trop en mémoire comment les choses se sont passées ensuite. Je pense que j'ai quitté le stage alors qu'elle était encore hospitalisée et j'ai pas gardé de contact avec elle, non. Après, on repense à tous ces gens qu'on a croisés dans ton métier. Bien sûr, oui. Oui, c'était même un peu le propos de toute cette aventure dessinée, c'est que j'ai vécu plein de rencontres humaines, mais tellement riches et tellement passionnantes, qu'au bout d'un moment, j'ai éprouvé le besoin, comme un album photo, de les figer sur le papier pour avoir un endroit où y revenir quand j'en ressens le besoin. Et certains de mes patients sont devenus des personnes qui m'ont apporté énormément. Qui ont compté dans ta vie. Mais c'est ça, et c'est chaque fois des petits chapitres de ma vie, tu vois. Et des personnes qui m'ont parfois fait grandir en tant que soignant, mais aussi en tant qu'homme. T'as déjà est-ce que tu es déjà venu voir des patients lors d'un jour de congé? Ça m'est arrivé, une fois, ouais. C'est une histoire que je raconte dans Constellation, l'histoire de Mona. Et Mona, c'est une histoire complexe, hein. C'est une petite dame que je côtoie, qui a été hospitalisée à 2 reprises dans notre service. Et la première fois, je la rencontre à un moment assez important. Elle est en proie à une profonde confusion. Elle part dans tous les sens, c'est le délire. À cause des médicaments? Et à cause de ce qu'on appelle un globe vésical, c'est-à-dire qu'en fait, sa vessie ne draine plus ses urines, elle n'arrive plus à faire pipi. Et souvent, le symptôme associé à ce problème, c'est un état un peu confusionnel et délirant. Et donc, au moment où je comprends ça, il y a qu'une chose à faire. En fait, je lui pose une sonde urinaire. Et elle revient à elle-même, forcément, dans les minutes qui suivent l'acte. Et pour moi, c'est un geste anodin. Des patients, j'en ai sondé à des centaines. Mais pour elle, je viens de la sauver, en fait. Parce que la chose qu'elle redoute le plus, c'est ça. C'est de devenir une espèce de vieille délirante, un légume dans un lit. Et de perdre le contrôle. C'est une personne qui a vraiment besoin de tout maîtriser, de tout contrôler. Et à partir de ce jour-là, elle m'appelle mon ange protecteur. Et on a une relation très particulière, elle et moi. Elle s'entend bien avec tout le monde dans l'équipe, mais il n'y a qu'une personne à laquelle elle se confie, c'est moi. Même la psychologue n'arrive pas à grappiller autant d'informations que moi. Et je sens que cette patiente est dans une grande souffrance, mais qu'elle tait. Parce qu'elle n'est pas habituée à parler d'elle et à parler de ce qui se passe en elle. Comme Paulette, finalement, au départ. Paulette, je pense que c'est plus que je l'emmerdais, en fait, profondément, tu vois. Elle n'avait pas envie de perdre de temps avec moi, et donc elle voyait pas pourquoi elle devait me répondre. Parce que je n'avais rien à lui apporter. Mona, c'était différent. On avait énormément d'échanges, des échanges passionnants. C'est une petite dame qui avait été sociologue pendant 30 ans. Et donc, elle avait une lecture très intéressante de tous les faits de société. Et un jour, j'arrive à la faire parler.
j'arrive à lui faire parler de toutes ses inquiétudes, de tout ce qui l'assaille. Et je me dis, waouh, j'ai réussi un truc, quoi. Je suis fier de moi et je me dis, ça va donner suite à plein d'autres échanges. Et en fait, non, pas du tout. Le lendemain, elle me congédie, quoi. Je rentre dans sa chambre, elle veut plus me voir, elle veut plus me parler. Et je sens que je suis devenu le mauvais objet. Et je comprends pas pourquoi. Et toute son hospitalisation, cette deuxième hospitalisation, c'est qu'un jeu de ping-pong comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, elle m'accueille à bras ouverts, avec beaucoup d'amitié et de tendresse, et le lendemain, elle veut plus me voir. Et son état se dégrade assez rapidement. Et Mona voulait absolument être sédatée avant de perdre le contrôle, de perdre la maîtrise. Qu'est-ce que ça veut dire, sédater? Pour expliquer chaque terme, c'est important. En fait, la sédation, c'est endormir quelqu'un chimiquement, donc avec des traitements, pour lui permettre de ne plus ressentir tout ce qui peut être forme de souffrance. Souffrance morale, souffrance physique. C'est soumis à plusieurs critères. Hein. Tu dois remplir certains critères pour pouvoir prétendre à une sédation, qu'elle, en l'occurrence, remplissait, puisqu'elle était en proie à une douleur physique et une douleur morale que les traitements ne suffisaient plus à soulager. Et donc, elle a demandé à être sédatée, donc elle a été endormie par des sédatifs, et elle est décédée, alors de mémoire, 2-3 jours plus tard. La sédation, en fait, on t'emmène tout doucement en fait, vers ton décès sans que tu t'en rendes compte, quoi, c'est ça? Tu dors jusqu'à ton décès? C'est plus face à l'échec des traitements pour te soulager. La sédation, elle va avoir pour objectif de te permettre de ne plus ressentir la douleur, de ne plus ressentir la souffrance. Le patient est endormi comme toi et moi quand on dort, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut être alerte de temps en temps à ce qui se passe autour d'elle sans forcément être capable d'y réagir. Mais en tout cas, elle est plongée dans un sommeil chimique qui assure son confort. Et donc, elle demande à être sédatée et les médecins acceptent la mise en place de cette sédation. Et j'apprends ça sur un jour de repos. Et le médecin de mon service, très gentiment, m'envoie un SMS parce qu'il est au courant de cette relation très, très particulière qu'on a, elle et moi, pour me prévenir qu'elle va être sédatée dans l'après-midi, que ses filles ont été prévenues, qu'elles seront là. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai conscience, en fait, que cette patiente a toujours exprimé le besoin de moi pendant son hospitalisation. Et moi, j'ai à cœur d'être là pour elle. Et je me dis, je ne peux pas concevoir, en fait, qu'elle s'endorme, qu'elle ne se réveille plus, sans qu'au moins j'ai pu lui témoigner, lui exprimer un dernier témoignage de sympathie et d'amitié, tu vois. Et donc, je décide d'aller la voir. Dans ton jour de congé? Ouais, sur ce jour de congé. Et elle m'accueille très mal. Ah, c'est vrai? Ouais. Je rentre dans sa chambre et je sais pas ce que je fantasme à ce moment-là, mais je fantasme un moment plein d'émotions, tu vois. C'est le dernier instant qu'on va partager, quoi. Et au moment où je rentre dans sa chambre, elle me regarde du coin de l'œil et puis elle lève les yeux, elle tourne la tête. Et je me dis, ok, je vais pas obtenir ce que j'étais venu chercher, je pense. Et je me sens con, en fait. Je m'assieds à côté d'elle sur son lit et je me dis, mais qu'est-ce que je suis venu chercher? Et surtout, qu'est-ce que tu dis à une personne qui va être endormie et qui se réveillera plus? Bonne nuit, enfin, c'est stupide, en fait. Et donc, ouais, on est dans un silence très, très malaisant et très gênant. Et je finis par quitter sa chambre. Je lui dis que je vais la laisser, que je ressens qu'elle a besoin d'être tranquille. Et au moment où je pars, en fait, elle agrippe ma main. Et je vois les larmes couler le long de ses joues. Et elle me dit « à bientôt ». Et je comprends pas, en fait, « à bientôt », qu'est-ce que ça veut dire? Et je sors de sa chambre et je m'effondre moi-même. Et cette situation, comme beaucoup, hein, j'en ai énormément débriefé avec la psychologue de notre service. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que j'avais été trop vite, trop loin. C'est que cette patiente, en fait, elle avait entrepris de se détacher, tu vois, de tout. Et au moment où elle entreprend de se détacher, moi, j'arrive avec toute cette gentillesse et cette douceur. Et elle n'a pas envie de ça, en fait. Elle, ce qu'elle veut, c'est se préparer à l'idée de sa mort. Et en plus de ça, moi, je la fais parler. Chose qu'elle a jamais faite durant sa vie. Elle a toujours tout gardé pour elle. Et elle me dit très poétiquement que derrière ce « à bientôt » et cette main tendue, il y a juste l'idée d'un remerciement, en fait, me remercier d'avoir été là, tu vois. Waouh. Je vais pleurer 5 fois dans l'émission, je le dis. Ça doit être très, très difficile, nerveusement, en fait. Tu dois, le soir, repenser à tous ces gens.
Quand tu étais en couple pendant 15 ans, tu débriefais le soir avec ta femme, ta compagne? Elle est infirmière, elle aussi, donc ouais, on en parlait beaucoup. Après, j'ai trouvé dans le dessin aussi une manière de débriefer avec moi-même de certaines... Sorte d'exutoire de... Ouais, c'est ça. Pas toujours. Parfois, ça avait juste valeur de témoignage. J'avais envie de rendre hommage à une personne que j'ai rencontrée et qui a compté pour moi. Mais au bout d'un moment, effectivement, j'ai trouvé une possibilité aussi de mieux comprendre certaines choses que j'avais vécues, certains comportements que j'avais pu avoir, ou qu'un patient avait pu avoir avec moi. Et oui, ça a effectivement valeur d'exutoire et de catharsis parfois. Ouais. Tu disais dans une interview qu'il faudrait des gens qui écoutent les besoins et la vie des patients dans tous les services. C'est pas assez le cas, c'est pas assez le temps en fait? Oui, alors le temps, clairement, on en manque à l'hôpital. L'hôpital, il s'est orienté vers une politique de rentabilité à tout prix, qui fait que les soignants n'ont plus le temps. Et les soins palliatifs, c'est un petit peu cet endroit isolé dans lequel on essaye de remettre le temps au centre de la prise en charge, le patient au centre de la prise en charge. Et comme les soins palliatifs, c'est une prise en charge globale du patient, dans sa globalité, dans tous les aspects de ce qui peut être source d'inconfort pour lui, effectivement, il y a une impérative nécessité de retrouver du temps. Mais ce qui est assez dramatique, effectivement, c'est de te dire qu'on a créé un service appelé soins palliatifs, dans lequel, quand tu es condamné, quand tu es en fin de vie ou atteint d'une maladie incurable, effectivement, là, on t'offre du temps. Tu dis, philosophie des soins palliatifs, c'est rajouter de la vie, c'est ça? C'est toi qui l'as donné? Ah, c'est ajouter de la vie aux jours, à défaut d'ajouter des jours à la vie. J'aurais aimé avoir la paternité de cette phrase, mais c'est pas moi qui l'ai dite. C'est le professeur Bernard, qui était un grand oncologue. Et c'est effectivement toute la philosophie des soins palliatifs. C'est l'idée que quand tu peux plus ajouter de jours à la vie, tu peux encore ajouter de la vie aux jours. T'as un psychologue, toi? Pour toi, tu disais qu'il y a une psy qui doit être au service des patients. Est-ce que parfois, elle passe du temps pour vous, pour que vous alliez mieux? Oui, tout à fait. Alors, on a des groupes de parole, on a des espaces d'échange. Et puis au quotidien, comme on a une psychologue qui est à temps plein dans le service, elle est aussi dispo pour les patients que pour nous. Est-ce que tu es déjà allé à un enterrement? Parce que tu me parles de plein de gens, etc. Tu dis que tu es déjà allé voir quelqu'un lors d'un jour de congé. Est-ce que tu es déjà allé à l'enterrement d'un patient qui est décédé de ton service? Non, mais je vais pas aux enterrements. C'est idiot, c'est peut-être très personnel, mais quand mon grand-père est décédé, j'ai pas pu aller à son enterrement pour tout un tas de raisons. Et j'avais énormément d'amour et d'affection pour mon grand-père, et je me suis dit, si je peux pas aller à ton enterrement, je n'irai plus à aucun enterrement. Et donc, je ne vais pas aux enterrements. Voilà. Et puis, en plus de ça, si les gens y trouvent du sens, tant mieux pour eux. Moi, j'y trouve pas de sens. Je me souviens que quand une de mes grand-mères est décédée, j'ai entendu un mec qui la connaissait pas parler d'elle pendant un quart d'heure, comme s'il l'avait côtoyée tous les jours. Et ça m'a dérangé. J'ai vu son cercueil partir sur un petit rail comme ça, avec 2 portes s'ouvrir, et puis tu comprends le reste. Et je me suis dit, mais quel sens ça a tout ça, en fait? Ça me fait pas du bien. Donc, oui, ça casse, en fait, finalement. C'est des images qui te restent après. C'est ça. Et donc, voilà, Après, il y a des gens pour qui ça... Mais totalement, et tant mieux, et heureusement que ça existe, mais c'est pas mon cas, donc j'en éprouve pas le besoin, et donc non, j'y vais plus. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre une place un peu trop importante dans la vie d'une patiente? Il est plus arrivé qu'un patient prenne une place trop importante dans ma vie. Après, je pense que voilà, la question, c'est toujours de savoir où tu mets les curseurs, tu vois. Je te parle de nanny, l'histoire d'une nanny. Oui, effectivement. Oui, c'est une histoire dingue, Nanny. Je pense que c'est une des histoires les plus dingues que j'ai racontées. Nanny, c'est une petite mamie de plus de 70 ans qui est atteinte d'un cancer incurable, qui est dans mon service, qui sait qu'elle va y décéder dans les semaines à venir. Mais j'ai l'impression qu'elle accueille ça avec beaucoup de philosophie, en fait. Et elle n'en parle pas trop. Ses symptômes sont plutôt équilibrés. Et donc, on a beaucoup de temps d'échange, elle et moi, et ça matche tout de suite avec elle. Il y a vraiment un truc qui se passe sur lequel j'arriverai pas à mettre de mots, mais ça passe, quoi, tout de suite. Elle m'appelle mon viking, ça l'amuse beaucoup. Et puis un jour, lors d'un soin, on en vient à parler
du fait que mes 4 grands-parents sont décédés sur un intervalle assez court, et que du coup je suis orphelin de grands-parents aujourd'hui. Et elle me dit avec humour et même un peu de malice comme ça, « Ah bah si ça tient qu'à ça, moi je veux bien vous adopter en tant que petit-fils. » Et j'aime bien l'idée en fait, je trouve ça drôle. Et donc je me dis bah pourquoi pas. Et donc on joue ce jeu-là pendant son hospitalisation. Elle devient ma grand-mère adoptive et moi son petit-fils adoptif si tu veux. Et au milieu de son hospitalisation, elle fête son anniversaire. Et donc le matin, une fois les transmissions terminées, avant de démarrer le tour de mes patients, je lui griffonne un petit Xavier avec un gâteau d'anniversaire. J'écris « Joyeux anniversaire Nani ». Et j'ambitionne d'aller glisser ça sur sa table de chevet, tu sais, en douce le matin. Elle est encore endormie. Elle se réveille quand je rentre dans sa chambre. Et au moment où elle saisit ce dessin, elle pleure d'émotion. Mais des larmes de joie, quoi, d'émotion. Et là où je perds la maîtrise de l'histoire, c'est que le lendemain, elle fait plastifier ce dessin et elle le fait accrocher à son téléviseur juste en face d'elle. Et c'est mon premier moment de gêne et de malaise parce que, si tu veux, pour te situer un peu sa chambre, son lit est là, elle a une table de chevet un petit peu derrière elle, sur laquelle tu as des cadres avec des photos de sa famille, qu'elle ne voit pas donc, puisque c'est derrière elle. Et la seule chose qu'elle voit, c'est mon dessin accroché à son téléviseur. Et je me dis, waouh, est-ce que je suis pas en train de prendre une place qui n'est pas la mienne, là? Et quelques jours plus tard, Nani finit par décéder. Et en fin de matinée, je retourne dans sa chambre dans le but de récupérer ce dessin. Juste pour le conserver comme un précieux souvenir de cette rencontre. Et j'aime bien ça, tu vois. J'ai des petits objets comme ça chez moi des petits souvenirs, quoi. Ouais. Et ces 2 filles et son fils sont présents en chambre. Et je regarde le téléviseur et je vois que le dessin n'y est plus accroché. Et l'une des filles voit que je gâte le téléviseur. Elles l'ont pas apprécié Non, parce qu'en fait, il s'est écoulé quelques jours entre ce dessin et son décès. Et Nani, tu sais, elle avait une grande famille. Elle avait 3 enfants, elle avait plein de petits-fils, de petits-enfants et encore plus d'arrière-petits-enfants. Elle avait pas besoin de moi, si tu veux, dans sa vie. Elle avait une famille bien remplie, pleine d'amour, très présente. Et j'ai été accueilli avec beaucoup d'amour aussi par ses enfants. Et donc, je vois que ce dessin a disparu. Et l'une de ses filles me dit, elle a demandé à être enterrée avec. Et qu'est-ce que tu fais de ça, en fait? Je me dis, waouh, mais c'est pas ma place. Enfin, Nani, je l'ai côtoyé quelques semaines. C'est une goutte d'eau, tu vois, dans l'océan de sa vie. C'est rien. Non, mais en fait, je pense que le temps compte. C'est même pas triple, c'est ce que tu dis d'ailleurs. Tout est accéléré finalement là-bas. Ouais, sans doute. Mais moi, à ce moment-là, je le vis avec beaucoup d'émotion, mais je suis pas du tout à l'aise de ça, quoi. Et encore une fois, on débriefe longuement de cette situation avec la psychologue de mon service. Et elle me dit un truc très, très juste qui conclut un peu l'histoire pour moi. Elle me dit, c'est pas à toi, en fait, d'estimer la place que les gens entendent te donner dans leur vie. Et pour terminer l'histoire, ça je ne l'ai pas raconté dans la vie, mais quand je sors à la vie en librairie, une des premières dédicaces que je fais en librairie, il y a 3 nanas qui arrivent à ma table. Une toute petite qui m'engueule parce que je dessine dans les bouquins alors qu'elle peut pas. Et c'était très drôle. Et les 2 autres me tendent une enveloppe. Et j'ouvre cette enveloppe et à l'intérieur, je retrouve un truc qui est incroyable, que j'avais oublié, un selfie de Nani et moi. En cours d'hospit, elle voulait qu'on fasse un selfie, elle et moi. Elle était marrante parce qu'elle, malgré son âge, elle était très jeune dans sa tête. Elle m'avait demandé si on pouvait faire un selfie, donc on fait ce selfie. Moi, je l'avais complètement oublié et il m'offre cette photo. Et plus que cette photo, ils avaient pris ce dessin en photo, le dessin avec lequel elle a demandé à être enterrée, et ils l'ont imprimé et ils me le ramènent. Ah, waouh. Et donc, c'est incroyable. Et tu vois, ça fait partie de... J'ai un petit endroit comme ça chez moi où j'ai tous ces souvenirs de personnes qui ont compté durant une hospitalisation. Ouais. C'est vous qui préparez, ça fait partie de votre métier, de préparer les défunts quand ils sont partis pour les présenter à la famille, ou c'est quelqu'un d'autre qui fait ça? On le fait de manière assez sommaire. Pour avoir exercé en Belgique, on faisait véritablement ce qu'on appelle une toilette mortuaire. On préparait le patient avec les vêtements que nous confiait la famille. En France, en fait,
comment dire, c'est pas fait systématiquement. Si on a des vêtements à disposition, si la personne exprime l'envie d'être apprêtée et tout ça, on peut le faire. Moi, j'aime bien, malgré tout, tu vois, faire un petit soin assez sommaire pour la présentation à la famille. Voilà, tout simplement. Et est-ce que parfois tu as des familles qui sont touchées par ce que vous avez fait pour eux et qui vous invitent chez eux après, qui vous ramènent des cadeaux, tu vois, qui ont des gestes? Oui, ouais, bien sûr. Et on a le frigo bien rempli parfois dans le service. Ah, c'est vrai? Ouais. Après, oui, effectivement, on a des patients ou des familles qui éprouvent le besoin d'entretenir le lien. Parce qu'on a compté pour elles aussi à un moment très critique et très particulier de leur vie. Après, comme je te disais, c'est à chacun de définir le cadre de cette relation. Et je l'ai fait avec une personne, avec le mari d'une patiente. On a été amenés à se rencontrer plusieurs fois après le décès. Mais je pense que c'est hyper important de savoir où tu vas, de poser ce cadre, de poser ses limites pour pas te laisser submerger et envahir non plus. T'as déjà bu un coup avec quelqu'un avant qu'il se fasse sédater, qu'il dise je voudrais boire un verre avec quelqu'un et t'es le seul là? Non, pas de mémoire, mais j'ai déjà bu un coup avec un patient, ouais. Mais non, pas de mémoire, mais j'ai vécu des sédations assez touchantes. Et c'est vrai que dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif, on a du mal à imaginer qu'une sédation, ça puisse être un beau moment. Mais oui, véritablement, c'est arrivé, ouais. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai l'histoire de Marie en tête. C'est une patiente dont j'ai raconté notre rencontre dans À la vie également. Et c'est une rencontre assez particulière parce que c'est une patiente avec laquelle ça passe pas. Mais alors pas du tout. Il y en a plein avec qui ça passe pas au début, finalement, là. Non, là c'est de mon côté que ça passe pas. Moi, j'arrive pas comment dire, à lui exprimer de la sympathie parce que il y a tout un jeu de transfert, de projection entre elle et moi. Et elle me rappelle quelqu'un physiquement, dans son intonation de voix, dans sa manière de parler, avec lequel ça passe pas à l'époque. Et du coup, j'arrive pas à m'occuper correctement d'elle, si tu veux. Et ça me met en difficulté parce que je veux dire, à l'hôpital, en tant qu'infirmier, tu es censé accompagner tout le monde avec les mêmes égards, avec ce même souci de bienveillance et de dévouement, mais sauf qu'elle, j'y arrive pas. Et un jour, Marie est en proie à des crises asphyxiques. Elle est atteinte d'un cancer pulmonaire et il y a véritablement des moments où elle se sent étouffée. Et je sens que j'ai une réponse uniquement médicamenteuse à ce problème-là. C'est-à-dire que je lui administre ce qui est prévu dans la prescription médicale pour passer ce cap, si tu veux, mais pas humaine. J'arrive pas à rester à son chevet. Et un jour, lors d'une de ces crises, au moment où je quitte sa chambre, elle me supplie, ne m'abandonnez pas. Et je me sens mal, je me dis, waouh, si elle le dit, c'est que c'est ce qu'elle ressent. Et je m'assieds à son chevet, je lui prends la main, et là, elle me dit, de manière très touchante, j'avais un fils. Il était comme vous, aussi grand que vous, il avait le même look que vous. Et le jour où mon mari est décédé, donc son père, eh ben, il est parti. Et j'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Et je comprends à ce moment-là que de l'autre côté du lit, cette patiente, elle joue un autre scénario. C'est qu'à travers moi, elle voit l'image de son fils et elle a à cœur d'investir cette relation parce que quelque part, elle pense une plaie, tu vois. La plaie de ce fils qui l'a abandonné. Et je me dis, waouh, je peux pas, en fait... je dois être là pour elle, tu vois. Je me sens doublement investi par l'accompagnement de cette patiente. Et je sens qu'elle a énormément d'affection pour moi, du coup, de sympathie pour moi. Et à tel point qu'en fait, le jour où elle demandera à être sédatée, elle demandera à ce que je sois là pour mettre en place la sédation. Et on l'a envisagé d'une manière que j'aime beaucoup, on l'a envisagé comme un voyage. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on mettait le traitement en place, c'est une seringue de sédatif, on adapte la dose en fonction de la réaction du patient, je lui ai demandé de m'emmener quelque part. Et donc elle m'a emmené sur une place à Metz. On s'est baladé, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait, on va boire un verre. Et
Et je l'ai relaté comme ça, dans la vie, comme un voyage vers ce moment où elle s'endort et on sait qu'elle ne se réveillera plus. Ça fait combien de temps? 15 ans que tu fais ça? Ouais, plus ou moins, ouais. Tu comptes rester dans un service comme ça? Je me vois pas aller ailleurs. Je me vois pas aller ailleurs parce que voilà, j'ai côtoyé d'autres services et j'ai souffert moi aussi de ce manque de temps, de cette politique de rentabilité à tout prix. Et quand tu as goûté au luxe de pouvoir offrir du temps à un patient, t'as pas envie en fait de vivre autre chose. Alors certes, c'est des rencontres qui sont très riches, qui sont parfois qui te consument beaucoup si tu veux, mais moi c'est ce qui me fait vibrer, quoi. Je me verrais pas ailleurs. Et tu arrives à être joyeux à partir du service, de vivre un moment un peu extraordinaire, comme ça, un peu hors du temps, et tu arrives à sortir le soir avec des amis, à aller faire de la musique, à faire autre chose? Ouais, bien sûr. À couper? Oui, mais parce que tu sais, je pense que dans l'imaginaire, il y a cette proximité avec la mort en soins palliatifs qui fait que les gens imaginent ce boulot comme quelque chose de très obscur, de très triste, de très sombre. Et tu sais, nous, on a à cœur de dire qu'en soins palliatifs, on travaille avec la vie. Moi, les personnes qui sont hospitalisées dans mon service, elles sont bien vivantes. Les personnes qui s'occupent qui côtoient la mort, on va dire, au quotidien, c'est les thanatopracteurs, c'est pas moi, mais les personnes que je soigne, elles sont en vie. Et ma mission, c'est parfois de leur rappeler qu'elles sont en vie et de trouver le chemin pour justement remettre un petit peu de vie dans chaque chambre. Donc, évidemment, on n'y arrive pas toujours, évidemment, c'est pas facile tous les jours, mais quand on y arrive, c'est des moments d'une intensité incroyable, en fait. Tu racontes une famille assez maladroite. Sur Instagram, tu racontes un patient d'une petite quarantaine d'années, c'est comme ça que tu dis, qui a sa femme et une fille de 16 ans. Tu vois de quelle histoire je parle? Est-ce que tu peux la raconter, ça? Parce que, en fait, au moment de la mort, les gens, ils savent pas trop quoi dire, finalement. Oui, c'est un patient qui est admis dans notre service un après-midi. C'est pas moi qui m'occupe de lui. Notre service est découpé en 2 secteurs et tu as un infirmier par secteur. Donc, il n'est pas dans le secteur qui m'a été attribué. Sauf qu'au bout d'un moment, il sonne, donc je vais répondre à sa sonnette. Et je vois qu'il est en proie à une grosse douleur. Il est équipé d'une sonde nasogastrique qui n'a pas été rebranchée. Et au moment où je rebranche à son nasogastrique, je vois 1 litre de sang qui part dedans. Et waouh, je suis pas très confiant en fait. Je connais pas encore ce patient, je sais pas pourquoi il vient, mais je me dis ça sent mauvais. Qui sort du nez? Et ouais, une sonde en fait qui draine le contenu de son estomac et qui n'est pas censée recueillir du sang. Et ça match tout de suite aussi avec ce patient. Je me souviens qu'on a un espèce de petit jeu de séduction assez amusant, lui et moi. Et il est assez jeune d'esprit. Il est très agréable et donc ouais, ça match tout de suite. En sortant de sa chambre, je vais voir un de nos médecins et je lui dis, t'as vu ce qu'il y a dans le bocal d'aspiration de ce monsieur? Elle me dit, oui, mais il va décéder dans les jours à venir, en fait. Et c'était pas forcément évident parce que, étant père moi-même, il y a aussi tout un jeu de projection. Tu soignes un patient qui est jeune, il avait une quarantaine d'années. Il a une fille de 16 ans qui est jeune aussi. Il y a sa compagne qui est là. Et tu t'identifies à tout ça, quoi. Tu te dis, waouh, comment je le vivrais, être dans un lit, être condamné, et savoir que je vais laisser ma compagne et ma fille seules. Et son décès survient, de mémoire, 3 jours plus tard. Et c'est moi qui me retrouve à l'annoncer à sa famille. Ils sont tous réunis dans le salon des familles de l'unité. Et ils le savent pas? Et si, ils ont vu son état se dégrader au fil de ces 3 jours et ils savent que ça tient plus qu'à un fil, quoi. Et donc, ouais, je leur annonce ce décès. Et dans ces moments-là, moi, je me tiens disponible, tu vois. Je me dis, voilà, toute la famille est là, il y a les frères, les sœurs, les cousins, tout ce que tu veux. Donc, je me tiens disponible pour répondre aux questions, pour offrir mes bras si on en a besoin. Et, il y en a qui... Et ouais, bien sûr. Qui pleurent dans tes bras? Bien sûr, ouais. Et là, j'attends. Et j'attends, et c'est difficile parce que tu te rends compte que face à la mort, au deuil, on a une réaction très humaine, c'est que tu veux pas voir l'autre souffrir. Et comme tu veux pas voir l'autre souffrir, tu l'inondes d'injonctions. Et là, en l'occurrence, t'as cette jeune fille de 16 ans
qui est dans un état pas possible, qui pleure, qui hurle, et tu as son oncle qui lui dit « Allez, faut pas pleurer, il faut être forte ». Et tu vois ça, et la seule chose que tu aimerais dire, c'est « Non, s'il y a bien un moment où elle peut ne pas être forte et pleurer, c'est celui-là ». Et donc j'attends mon moment, tu vois. Et au moment où tout se calme un petit peu, je m'assieds à côté de la compagne du patient et elle me saute dans les bras. Et je lui glisse à l'oreille pleurez si vous en avez besoin. C'est maintenant, c'est OK, en fait. Et elle pleure toutes les larmes de son corps. Et ouais, tu sais, je suis pas pro-conseil et tout ça, mais je me dis, on gagnerait plus à être dans une forme d'accueil, dans une forme d'écoute bienveillante, plutôt que dans une forme d'injonction qui rassure que nous, en fait. On a les yeux mouillés dans cette émission. Quelle est la question que les patients te posent le plus? Il y en a beaucoup. Comment je risque de mourir? C'est une question que j'entends souvent. Ouais. Et j'ai pas de réponse à cette question. Donc, ce qui importe, c'est de comprendre l'inquiétude derrière la question pour rassurer sur les différents scénarios, on va dire, de mort et tout ce qu'on peut mettre en place pour pallier à la souffrance. Et est-ce que tu as déjà été en présence de quelqu'un qui apprend qu'il est condamné? Est-ce qu'il y en a qui arrivent sans vraiment savoir où ils vont? Mais dans la mesure où... Qu'ils réalisent plutôt, peut-être. Oui, ça arrive parce que comme je te le disais, on a des patients qui sont en situation curative, donc qui sont atteints d'une maladie, d'un cancer par exemple, et qui poursuivent de la chimio activement dans l'espoir de guérir. Et sauf que les choses se passent pas comme prévu, et puis un jour ils atterrissent dans notre service, non plus pour soulager les effets pénibles, les effets secondaires pénibles des traitements ou les symptômes pénibles de la maladie, mais parce que la maladie ne répond plus au traitement et que les traitements vont être arrêtés. Et c'est jamais des moments agréables, c'est toujours compliqué. Et je me souviens d'un médecin dont je porte le souvenir haut dans mon cœur parce qu'il m'a énormément appris en soins palliatifs, qui un jour a dû annoncer à une patiente qu'on suivait depuis plusieurs mois, elle avait fait plusieurs hospitalisations chez nous, que les traitements allaient être arrêtés. Et j'ai pris une leçon C'était incroyable parce que je pourrais même pas te l'expliquer avec des mots, mais il lui a dit ça avec tellement de douceur, de tendresse et d'humanité que ça sonnait presque comme une bonne nouvelle, en fait. Et quand on est sorti de sa chambre, je me dis « Waouh, mais comment tu fais ? Comment tu fais pour annoncer quelque chose d'aussi dramatique avec autant de douceur ?» Et je me souviens que lui en était très affecté et m'a dit « Ça me touche énormément que tu me dises ça parce que parfois, moi, j'en peux plus, en fait, d'annoncer ça. Ouais, d'annoncer ça. Ouais. C'est pas ça doit être le plus compliqué à annoncer. Hein. C'est quoi les peurs classiques qu'ils ont? C'est qu'est-ce qu'il y a après, quoi, j'imagine, non? On va où? Je pense que ce que l'expérience m'a appris, c'est que il faut distinguer deux formes de peur face à la mort. La peur du scénario de la mort. Comment je vais mourir? Est-ce que je vais souffrir? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je vais m'étouffer? Est-ce que je vais me vider de mon sang? Enfin, tous les scénarios possibles. Et la peur plus existentielle. Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qu'il y a après? Comment ça va se passer pour mes proches? Et on ne répond pas de la même façon à ces deux angoisses. Parce qu'il y a une des angoisses à laquelle je n'ai pas de réponse moi-même. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Et donc, dans ce cas de figure-là, mon rôle, il va plus se positionner dans l'écoute, essayer de comprendre ce qui peut être source d'inquiétude pour la personne et lui permettre de lui offrir un espèce d'échange pour en parler. Quand on parle plus du scénario de la mort, là, je peux apporter des réponses plus concrètes sur comment les choses pourraient se passer et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour éviter à la personne de souffrir. Question plus personnelle, mais qu'est-ce que tu penses, toi? Tu es plutôt croyant? Qu'est-ce que tu imagines après? En étant confronté quand même à ça de près. J'imagine rien, en fait. Je suis pas croyant et je pense que le fait d'avoir côtoyé beaucoup de personnes décédées, ça a fait dans mon imaginaire de la mort quelque chose d'assez froid. C'est très particulier, tu sais, parce que
Ça a beau faire 15 ans que je fais ce métier, chaque fois que je suis confronté à une personne décédée, bah, tu te poses cette question, tu te dis, c'est quoi la vie en fait? C'était là il y a quelques minutes et puis là c'est parti. Et je trouve que tu le sens, tu le vois en fait, que la vie est plus là, mais tu sais pas à quoi ça tient. Et Tu ressens l'âme, enfin, quand il y a quelqu'un de vivant. quelque chose de l'ordre de l'âme, je sais pas, chacun y mettra le mot qu'il veut, mais ouais, j'ai toujours cette interrogation et j'y ai jamais trouvé de réponse. J'y trouve vraisemblablement jamais de réponse, mais j'ai pas de conviction personnelle, non. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont étonné, des familles qui t'ont étonné, qui ont eu des comportements pas bizarres, hein, parce que chacun, j'imagine, et il n'y a pas de jugement du tout là-dedans, c'est juste qui t'ont étonné plutôt, là, qui sont venus faire la fête autour de quelqu'un qui allait partir, qui sont venus faire quelque chose d'étonnant pour toi? Au moment du décès ou Bah, juste avant ou jusqu'au moment, ça dépend quand ça arrive. Il y a des beaux moments de communion, ouais, avant le décès, des patients qui expriment le besoin de faire une dernière fois la fête. Ou, je me souviens d'un patient dont j'ai raconté l'histoire dans la vie, qui s'appelait Roger. C'était un bon vivant. Et je me souviens qu'il se faisait livrer des plateaux traiteurs. Il y avait 30 personnes dans sa chambre et ils passaient leur après-midi à boire et à bouffer. Et il était content comme ça, en fait, et c'est cool. Après, quand tu me poses cette question, me vient en mémoire le souvenir d'une patiente, Mathilde. Et Mathilde, c'est une rencontre qui, je pense, a été déterminante dans ma carrière parce que c'est à travers son accompagnement que je me suis dit, il faut que je raconte tout ça. Mathilde, c'était une petite dame qui avait 60 ans, quelque chose comme ça. Elle était fraîchement retraitée. Et on se rencontre dans une situation assez particulière. Je rentre dans sa chambre. Je suis au tout début de ma carrière en soins palliatifs. Et je la vois en train d'éplucher un catalogue d'urnes funéraires. Elle était en train de choisir l'urne qui allait contenir ses cendres. Et pour le jeune adulte de 25 ans que j'ai à ce moment-là, c'est fou en fait de rencontrer quelqu'un de si pragmatique face à l'idée de sa mort. Qu'on a tendance à un peu tous bouder nous-mêmes, tu vois. On se croit tous un peu immortels jusqu'au jour où la maladie te rappelle que non. Et on se rencontre, elle et moi, autour d'un amour commun pour la Suède. Mathilde, elle a rencontré son mari lors d'un bal de promo. Et quelques jours plus tard, ils se sont envolés pour Stockholm. Elle a vécu 30 ans là-bas, elle a enseigné le français. Elle a eu 2 enfants avec ce viking, comme elle l'appelle aussi. Et avant qu'il ne la quitte et qu'elle décide de revenir dans sa Lorraine natale, où quelques mois ou années plus tard, on lui diagnostique un cancer qui devient rapidement hors de contrôle et elle finit dans mon service en sachant qu'elle va y décéder. Et ce qui est fou dans l'histoire de Mathilde, c'est que tu vois, les rôles sont inversés. C'est qu'en général, c'est mon taf de rappeler aux gens qui sont en vie et de trouver un dernier projet peut-être dans lequel les investir. Quand elle apprend que je suis amoureux de la Suède et du suédois, de la langue suédoise, elle me demande si je le parle. Je dis que non, qu'à l'époque, j'avais essayé de m'inscrire à des cours du soir, sauf qu'il y avait trop peu d'inscrits, ça s'est jamais fait. Et elle me dit, avant que je parte d'ici, vous parlerez suédois. Et je me dis, c'est fou en fait. À partir de ce jour-là, elle m'a quasiment parlé exclusivement qu'en suédois. Je rentrais dans sa chambre, elle me parlait en suédois. Et à moi de me démerder, en fait. Alors, bien sûr, je grossis un peu le trait, il y avait des échanges qu'on a eus en français, surtout les échanges un peu plus compliqués autour, justement, du scénario de sa fin de vie. Mais c'était son projet, en fait. Et moi, j'ai joué le jeu avec plaisir, tu vois. Et la deuxième partie de cette histoire, c'est les derniers jours de sa vie, où ses enfants ont fait le déplacement depuis Stockholm pour l'accompagner. Et j'assiste à un décès dans un halo d'amour comme j'en ai jamais vu. Il n'y a pas de douleur dans cette chambre. J'ai rencontré son fils quelques jours avant et il m'a dit « Ne m'épargnez pas, dites-moi tout ce que j'ai besoin de savoir pour pouvoir l'accompagner au mieux. Je veux pas de chichi, je veux juste savoir. » Et je lui ai expliqué en fait très, très simplement qu'elle allait décéder dans les jours à venir. Et il m'a dit cette phrase très touchante, je lui ai dit « Vous savez qu'on est là pour vous aussi ?» Et il m'a dit je serai là pour moi quand j'aurai arrêté d'être là pour elle. Et je passe l'après-midi de son décès à son chevet, avec Mathilde dans son lit, son fils à sa gauche et sa fille à sa droite,
tous les deux en train de lui dire « je t'aime » en suédois. Il y avait sa maman qui était là aussi, et son beau-père. Et il n'y a pas de souffrance dans cette chambre, il n'y a que de l'amour. Et je trouve ça d'une qualité incroyable parce que tu vois, c'est toute cette famille qui s'abandonne, qui s'oublie dans sa douleur, dans la douleur qu'ils sont en train de vivre, de perdre leur fille et leur mère, tu vois. Et au moment où Mathilde pose son dernier souffle, il se lève, tout le monde se serre dans les bras les uns des autres. Il y a un gros soupir de soulagement et l'idée que on l'a fait, quoi. On a été là jusqu'au bout pour elle. Et waouh, j'ai la gorge nouée à ce moment-là. J'ai juste l'impression d'avoir vu un beau film, en fait. T'étais là ? Ouais, je suis spectateur de tout ça et j'en prends plein les yeux, quoi. Et je me souviens que pareil, je sors de cette chambre et je m'effondre dans les bras de ma collègue. Mais pareil, pas des larmes de tristesse, mais juste d'émotion parce que je me dis, putain, c'est beau, quoi. C'est beau d'être capable à ce point de s'oublier dans sa douleur pour pouvoir accompagner sa maman avec autant d'amour et de lâcher prise. Et je quitte l'hôpital ce jour-là avec la conviction que je ne peux pas garder ça pour moi, en fait. Qu'il faut que je le raconte, qu'il faut que je raconte aux gens la richesse des relations que je peux être amené à vivre dans mon métier. Et voilà, je pose les premières lignes de notre rencontre à Mathilde et moi sur le papier. Sauf qu'à l'époque, je doute. Et je me dis, ça ne rencontrera pas son public, ça va être anxiogène, ça va être plombant. Et je glisse ça dans un tiroir pendant plusieurs années avant d'y revenir. Et donc toi, tu as écrit 3 BD. Là, tu es venu pour nous parler de Constellation, dont on parle depuis tout à l'heure, donc aux éditions Le Lombard. Je vous mets le lien cliquable dessous si vous voulez lire tout plein d'anecdotes dont nous parle Xavier, l'homme étoilé, c'est son pseudo depuis tout à l'heure. Et je vous mets le lien aussi des 2 autres. Alors, il y a celle-ci qui est « Je suis au-delà de la mort ». Voilà, qui est beaucoup plus épaisse. Hein, ça, c'est de la fiction, par contre, c'est fictionné. Je pensais, parce que c'est toi qui as dessiné, finalement, on te reconnaît. Non ? Les cheveux détachés. Alors, c'est pas moi, parce que j'ai pas vécu cette histoire, mais c'était il y a quand même un air... C'est moi qui aurais eu un enfant avec Astérix, ouais. Et il y a aussi À la vie, en 2020, qui est sorti. Je vous mets les 3 liens cliquables sous la vidéo si ça vous intéresse d'aller lire les livres de Xavier, de l'homme étoilé. N'hésitez pas à les prendre, les liens cliquables directs. Et juste pour vous raconter une petite anecdote qu'on raconte pas en émission, mais la BD vient de sortir. Et celle-ci, c'est une fausse BD, voilà. C'est une fausse BD, c'est-à-dire que c'est que la couverture, avec à l'intérieur une autre BD qui n'a rien à voir. Ça arrive très souvent, et comme on vous dit tout ici, mais peu importe, moi je l'ai lu en fait en version, tu nous l'as envoyé gentiment en PDF, et après vous nous l'avez même envoyé en version imprimée, mais imprimée à l'imprimante, reliée, etc., pour qu'on puisse la travailler et noter justement les anecdotes dont tu nous parles depuis tout à l'heure. Mais comme on se dit tout ici, et je trouvais ça un peu marrant comme anecdote de ce milieu-là. Mais je vous mets des dessins que vous puissiez voir, voilà, qui s'affichent à l'écran là, et vous puissiez voir le type d'image. Très très sympa à lire, vraiment c'est très chouette. C'est un beau cadeau aussi. Tu as combien de gens qui te suivent maintenant sur Instagram? Plus de 100 000, non? On est à 170 000. Ouais, c'est ça, ça approche les 200 000. Tu vois, tu avais peur que ça ne rencontre pas son public. C'était pour réagir avec ce que tu disais juste avant. Finalement, ça rencontre complètement son public. Mais oui, parce que je pense qu'il y a eu un moment où j'ai arrêté de trop réfléchir. J'ai un peu lâché prise avec tout ça. Et je me suis dit, véritablement, ce qui compte, c'est de raconter ces souvenirs comme un album photo, comme je le disais tout à l'heure. Et je pense que je les raconte d'une manière assez simple. Le but, c'est effectivement pas de pas tirer l'alarme, c'est pas d'émouvoir à tout prix. C'est juste de raconter une rencontre avec une personne. Et puis voilà, les gens prennent ce qu'il y a à prendre ou pas. Et je pense que c'est ce qui a sans doute fait la force en fait, de ces récits, c'est de les raconter sans prétention, en fait. Est-ce que tu as eu des... C'est pas dans les fiches, c'était pas prévu que tu en parles, mais est-ce que tu as déjà vu ou vécu des choses un peu paranormales? Alors moi, non, mais parce que je pense que je ferme un peu la porte à tout ça. Je suis quelqu'un de très cartésien, de très rationnel, donc j'essaye toujours de trouver une explication logique à tout ce que je peux observer. Et j'ai jamais vraiment observé de choses que j'ai pas été en mesure de comprendre, mais j'ai des collègues auxquels c'est arrivé. Je me souviens d'une histoire qu'on trouvait un peu folle dans le premier service de soins palliatifs dans lequel j'ai bossé,
où une nuit, deux collègues se sont retrouvés à changer une patiente. Et l'une des deux, en fait, s'est retrouvée à parler toute seule. Et l'autre comprenait pas parce que elle sentait qu'elle était plus en train de lui parler, en fait. Et elle lui a dit « Attends, il y a une jeune fille dans la chambre, elle veut qu'on parle, donc je vais rester un petit peu avec elle. » Et elle est restée dans cette chambre, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, à causer avec cette jeune fille qu'elle voyait, quoi. Et je pense que ça a un peu fait flipper ma collègue, d'ailleurs. Mais non, moi, j'ai jamais observé des choses de cet ordre-là, non. Il y a une histoire qui m'a marqué dans la BD, c'est celle d'Olivier, un patient qui avait 50 ans, une cinquantaine d'années, ouais. qui a eu un comportement d'enfant au dernier moment. Alors, c'était pas au dernier moment, c'était lui, en fait. Ça m'a frappé quand je suis rentré dans sa chambre pour la première fois. Je le vois assis en tailleur sur son lit. Et tu vois pas beaucoup de personnes de cet âge-là assises en tailleur comme un gosse, quoi. Et je me souviens que le médecin de mon équipe me dit « Tu le connais pas encore, lui ?» Et il me dit « Tu vas l'adorer. » Je pourrais pas te dire pourquoi, mais je sens que tu vas l'adorer. Et effectivement, je rentre dans cette chambre et je suis ému, mais bouleversé par ce petit monsieur d'une cinquantaine d'années, mais qui paraît avoir 9 ans. Et tellement remué et ému que je ressens le besoin de me surinvestir à son chevet. J'ai besoin d'être là, en fait. Je sens qu'il y a des moments où je passe dans le couloir. J'ai toujours un œil sur ce qui se passe dans sa chambre parce que voilà, s'il y a un moment que je peux lui consacrer, causer avec lui, je le saisis. Et il est très touchant parce qu'il a l'attitude d'un enfant de 9 ans, mais il a les mots aussi d'un enfant de 9 ans. Je me souviens qu'au tout début de notre rencontre, il a du mal à parler au médecin, il a du mal à lui poser des questions, il a même du mal à le regarder. Il le fuit, tu sais, il le regarde comme ça, comme un enfant qui aurait fait une connerie. Et tant et si bien que notre médecin lui dit « Vous savez, si c'est plus facile de m'écrire, écrivez-moi. » Et moi, ce patient me remue beaucoup. Et son contact me devient presque douloureux, en fait. Il y a un truc, en fait, qui réveille en moi que j'arrive pas à comprendre et que j'éprouve le besoin de creuser. Et spontanément, le souvenir d'un camarade de classe me revient à la mémoire, qui s'appelait Maxime. Et Maxime, c'était un gamin comme moi, on s'est connus à l'école primaire, pas très populaire, un peu gauche, un peu pâteau, et ce qui lui vaut de souvent arrondir le dos, se faire frapper par nos camarades de classe. Et moi-même, je suis pas un gamin très populaire, je porte pas des vêtements de marque, ce qui me vaut souvent de me faire frapper, c'est étrange. Et donc, ce qui fait que lui et moi, on vit la même chose, mais alors lui a un degré, une intensité beaucoup plus importante que moi. Et je lui ai jamais exprimé mon soutien, en fait. Je lui ai jamais dit que j'étais pas d'accord avec ce qui se passait. Et ça me hante. Il y a un souvenir en particulier qui me hante, c'est un après-midi où je vais dans les toilettes de notre école et j'entends un gamin pleurer à chaudes larmes. Et en fait, c'est lui, il est tout nu dans un cabinet de toilette parce qu'on lui a volé ses vêtements et son rouleau de papier toilette. Et il est en train de s'essuyer les fesses avec ses mains parce qu'il n'a rien d'autre. Et ça me terrifie. Je me dis, waouh, mais comment on en arrive là, en fait? Comment tu peux faire subir ça à quelqu'un? Et à l'époque, en fait, je suis tellement mal à l'aise que je fais rien de ça. Je fuis, je pars en courant parce que ça m'a fait peur, j'ai été marqué par ça. Et ce souvenir, tu vois, il me revient de manière assez récurrente à la mémoire et toujours avec un peu de douleur. Et je me dis peut-être que ce patient, Olivier, c'est une opportunité dans ma vie de faire la paix avec cette histoire. De harcèlement de ton ami. C'est ça. En tout cas, avec le soutien que j'aurais aimé exprimer à Maxime et que j'ai jamais exprimé. Et donc, j'entreprends de le retrouver sur les réseaux sociaux. Ton ami, le collègue de classe. Ouais, Maxime, ouais. Je le retrouve pas, je retrouve une trace de sa sœur, Elena, à qui j'envoie un long message. Et je suis content parce que je me dis, voilà, enfin, je trouve un espace pour lui exprimer le soutien que j'aurais aimé lui exprimer étant enfant. Et sauf qu'en fait, Elena m'apprend que les mauvais traitements ne se sont pas arrêtés après l'école primaire. Au contraire, ils ont amplifié avec une cruauté assez dingue. Tant et si bien que ses parents ont fini par le déscolariser. Et il a trouvé un peu de quiétude dans les plantes. Il adorait ça. Il a travaillé dans les jardins publics à Bruxelles.
jusqu'à ce qu'on lui diagnostique un cancer contre lequel il s'est battu sans relâche pendant 5 ans. Et puis il est décédé. Et je me prends ça en pleine gueule, quoi. Et en fait, je le vis avec une forme de douleur parce que je me dis, j'aurais jamais trouvé l'espace, le moment pour juste lui dire, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Et la raison pour laquelle Olivier et Maxime, Olivier me rappelle Maxime, c'est que Olivier comme Maxime, Olivier, en fait, c'est le patient, patient, ouais. C'est un enfant qui comprend pas l'agression quotidienne de cette maladie. Il comprend pas d'ailleurs cette maladie. Il sait pas trop ce qu'il fait là, où il va. Et je retrouve dans son regard la même inquiétude, le même sentiment d'injustice et d'incompréhension. Et en fait, c'est à travers le fait de poser cette histoire sur le papier qu'aujourd'hui, en quelque sorte, je fais la paix avec moi-même, si tu veux, par rapport à cette culpabilité que j'ai pu éprouver. Et l'histoire, je la clôture avec quelque chose qui m'a énormément touché dans la prise en charge d'Olivier. C'est que le jour de son décès, le médecin m'apprend qu'en fait, il lui avait écrit une lettre. Et je la retrouve dans son dossier. Et c'est la lettre d'un enfant, en fait. C'est une lettre sur une feuille A4 quadrillée, où, tu sais, je ne l'ai pas représentée comme ça dans la BD parce que ça aurait été compliqué de la lire sinon. Mais il occupe vraiment que les 3 premières lignes de la lettre. Il écrit de manière très serrée, avec plein de fautes d'orthographe. Et d'une manière très naïve, il demande juste à son médecin s'il pense qu'il peut le guérir, parce qu'il aimerait bien vivre encore un peu, et que s'il peut pas, ben c'est pas grave, mais qu'il le remercie quand même. Et c'est fou, quoi. Ah, c'est fou. Page 60, tu dis « Les médecins n'écartent pas la possibilité que le stress généré par tant d'années de mauvais traitements ait pu être à l'origine de sa maladie. » C'est-à-dire quoi? C'est le harcèlement? C'est du... C'est le fait que ce pauvre garçon était soumis à un stress quotidien. Il est allé à l'école la boule au ventre, il priait pour que ses agresseurs le laissent tranquille, sauf que vraisemblablement c'était rarement le cas. Et voilà, c'est clairement pas... C'est pas une bonne chose, en fait, de vivre dans ce stress permanent. Et donc, on peut légitimement penser que l'apparition de ce cancer est pas... le stress qu'il a vécu n'est pas anodin dans l'apparition de cette maladie. Le fait d'être papa, d'être devenu papa, parce que tu ne l'étais pas au début de ta carrière, ça a changé ton inquiétude vis-à-vis de la mort? Ouais. Oui, je pense qu'avant de devenir père, j'avais une inquiétude... que je me plais à penser un peu plus égoïste. C'est-à-dire que j'avais cette inquiétude, en fait, de me dire qu'est-ce qu'il y a après. Tout s'arrête comme ça, blackout, et puis il n'y a plus rien de moi. Et je ne vais plus jamais pouvoir vivre, tu vois. Et je pense que vraiment, je pense pas, c'est une certitude, le fait d'avoir un enfant aujourd'hui a un petit peu changé cette appréhension. C'est qu'aujourd'hui, je ressens un besoin viscéral d'être là pour elle. Et j'ai peur, parce que j'ai conscience de la fragilité de la vie, à quel point tout peut s'arrêter à tout moment. J'ai peur de partir trop tôt, parce que j'ai besoin d'être là, de la protéger. Et donc oui, ça a apaisé finalement cette angoisse un peu égoïste, mais ça a réveillé une autre angoisse. Une autre angoisse de la laisser, quoi, finalement. Ouais. Y a une question qu'on t'a posée qui t'a fait réfléchir à une femme qui était très croyante, qui t'a questionné sur le fait de mourir en étant... qui allait mourir en étant assistée, sans souffrir, et se demander si elle était légitime de rejoindre le Seigneur après. C'est un petit peu différent, en fait. La question qu'elle me pose, c'est si elle est légitime à ne pas souffrir. Oui, il faudrait qu'elle souffre. C'est ça. En fait, France, cette patiente, elle n'a jamais été malade, elle n'a jamais connu les hôpitaux. Et elle arrive dans mon service, on lui a diagnostiqué quelques jours avant un cancer hors de contrôle. Il n'y a même pas de traitement envisagé parce que la maladie est trop compliquée à traiter. Et elle arrive chez moi, bien, pas de douleur, rien du tout. Et très reconnaissante, très philosophe par rapport à tout ce qui lui arrive, très reconnaissante de toute la bienveillance des soignants qui l'accompagnent. Sauf qu'au bout de quelques jours, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui la tracasse. Et elle me pose beaucoup de questions sur ses traitements antidouleurs. Elle me demande si tous les patients de l'unité sont comme elle, s'ils souffrent pas, s'ils ont des traitements contre la douleur. Et au bout d'un moment, je comprends qu'il y a quelque chose qui la tracasse, mais elle met pas de mots dessus. Et donc, je creuse, j'investigue un petit peu, et elle finit par me dire « Vous allez me trouver folle, mais je me demande si c'est bien que je ne souffre pas. »
puis j'essaye de mieux comprendre, et elle me dit, donc elle est très pieuse en France, elle me dit, est-ce que finalement la maladie, c'est pas une épreuve que Dieu met sur mon chemin? Et est-ce qu'en acceptant de ne pas souffrir, je lui porte pas offense? Je suis pas... Je dis, mais pourquoi Dieu voudrait vous faire souffrir? Et elle me dit, mais peut-être pour mettre ma foi à l'épreuve. Et waouh, on m'a jamais demandé ça, en fait. En plus, je te dis, je partage pas les convictions de cette dame, donc je sais pas à quoi lui répondre. Et je me retrouve bien démuni. Et l'idée fait son chemin, tu vois, dans mon esprit, et surtout, je l'observe et je me rends compte qu'en fait, elle me dit ne pas souffrir physiquement, mais le fait de ne pas souffrir physiquement, ça induit une souffrance morale. Et donc, je finis par lui dire, mais France, en fait, quand vous me dites que vous ne souffrez pas, c'est pas vrai. Parce qu'actuellement, ça vous fait souffrir de ne pas souffrir. Mais moralement, tu vois. Oui, c'est ça, t'as dit, pour la rassurer. Non, mais c'est même pas pour la rassurer, c'est une vérité en soi, ça devient une souffrance psychique pour elle. Parce que spirituelle, tu vois, on accompagne aussi finalement cette forme de souffrance spirituelle. L'idée que... est-ce que c'est bien en fait que je ne souffre pas? Est-ce que c'est bien que je chemine à travers cette épreuve que Dieu met sur mon chemin sans souffrir? Et tu vois, cette histoire, elle illustre finalement l'importance de soigner à chaque personne dans son unicité. C'est-à-dire que, tu sais, au moment même, quand elle me pose cette question, ça aurait été tellement facile de lui taper sur l'épaule et de lui dire « Mais non !» mais en fait, tu te rends compte que ouais, pour elle, ça devient un problème. Et donc, si ça devient un problème, bah, il faut qu'on en parle, il faut que je la comprenne et que je puisse répondre à cette souffrance d'une manière efficace. Et du coup, tu vas passer du temps avec elle dans la chambre. Et ça. Comment sont tes chefs? Ils sont, tu vois, ils comprennent que tu peux passer d'un coup 1 heure dans une chambre au lieu de 10 minutes normalement parce que tu dois accompagner quelqu'un. C'est très libre. Mais le temps, tu sais, moi je me plais à penser que c'est un consensus d'équipe en fait. C'est-à-dire que si c'est pas clair dans la tête de toutes les personnes avec lesquelles tu bosses que quand une personne est mal, il n'y a que le temps que tu vas lui consacrer qui va lui permettre d'aller peut-être mieux. Si c'est pas clair pour tout le monde, ce sera toujours un problème. Mais en soins palliatifs, on a à cœur de remettre le temps au centre de nos priorités, de nos préoccupations. Et donc, tu sais, ce qui est assez dramatique finalement, c'est de te dire que quand tu es à l'hôpital et que tu as mal quelque part, que tu as mal à la tête ou ailleurs, on te donne du paracétamol. Par contre, quand tu es mal, il n'y a pas de réponse médicamenteuse. Et là, on te dit, j'ai pas le temps, en fait. Et est-ce que c'est pas, quelque part, passer à côté un petit peu de la mission première de notre métier, tu vois? C'est quoi la différence entre l'euthanasie et la sédation? Parce que je pense que c'est pas clair dans la tête des gens. Je pense que c'est pas clair dans la mienne non plus. On dit l'euthanasie, c'est interdit en France, aujourd'hui. C'est peut-être en voie de changer, mais en tout cas, au jour où on tourne, en tout cas, ce sera peut-être pas le cas si vous regardez cette émission dans des années. Mais c'est pas légal aujourd'hui. C'est légal, je crois, en Belgique, en Suisse. Et là, tu parles de sédation, le fait d'endormir quelqu'un jusqu'à finalement qu'il décède. Quelle est la différence? Alors, l'euthanasie, c'est ni plus ni moins que l'administration de la mort. Demandée par un patient, elle doit répondre à certains critères pour être validée, acceptée, administrée. Mais c'est l'administration d'un cocktail létal qui va avoir pour but de tuer la personne, en fait. Très rapidement, du coup? Instantanément, ouais. La sédation, c'est un soin qui a pour but de soulager la souffrance quand les thérapeutiques qu'on a mis en place ne sont plus suffisantes. Et c'est soumis aussi à d'autres critères, au nombre de 3. Donc l'idée d'être atteint d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court terme, et l'idée d'être en proie à une souffrance physique et ou morale qui est réfractaire au traitement, donc qui ne répond plus au traitement. Il faut remplir ces critères en fait pour pouvoir prétendre à une sédation. Et donc la sédation, c'est vraiment l'action d'endormir chimiquement une personne pour lui permettre d'être déconnecté et de ne plus souffrir. Et après, c'est la maladie qui fait le reste en fait. Est-ce que tu as déjà des gens qui t'ont demandé de les tuer? Oui, en Belgique comme en France. Hein. Mais oui, bien sûr, parce que dans l'imaginaire de beaucoup de personnes aussi, il y a cette idée que l'euthanasie n'est pas légale en France, mais qu'il y a toujours moyen de trouver une solution. Voilà. Et puis aussi cette confusion, comme tu le disais, entre la sédation et l'euthanasie, l'idée que la sédation, c'est une euthanasie un petit peu déguisée.
Et donc, ouais, c'est notre taf aussi de repréciser ces choses-là, de repréciser un petit peu ce que prévoit la loi française sur la fin de vie, de distinguer justement la sédation de l'euthanasie et d'éclaircir tout ça pour nos patients. T'as jamais eu un doute de meurtre dans l'hôpital où tu bosses, où tu rentres dans une chambre et il y a peut-être un papy ou une mamie qui a tué son mari, à sa demande, hein, je parle, qui l'a étouffé, qui a désactivé une machine, j'en sais rien. Tu sais, comme dans $1 Million Baby, il la tue à la fin avec de l'amour, parce qu'elle souffre, etc. Est-ce que tu as déjà eu des doutes? Plus que des doutes, effectivement, parfois, tu te rends compte que quand tu as un patient ou une patiente qui est hospitalisée dans ton service depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ils observent ce que tu fais sur les pousse-seringues, comment augmenter ou diminuer un débit. Les familles l'observent aussi. Et c'est du matériel qui est sécurisé, mais finalement, je veux dire, quand tu es un petit peu observateur, c'est pas si compliqué que ça de le manipuler. Donc oui, c'est déjà arrivé, en fait, qu'effectivement, tu quittes un patient avec un pouce-seringue à un certain débit, puis quand tu rentres dans sa chambre, le débit a changé. Et voilà, tu consultes tes collègues. Alors, ça arrive vraiment très, très, très rarement. C'est presque, on va dire, l'exception qui confirme la règle. Hein. Mais oui, il y a... tu sais, des familles qui sont dans un sentiment de diminution assez intense, qui ont ce besoin de faire, tu vois, de soulager, d'aider la personne à partir parce qu'elles ont la conviction que c'est ce qu'il faut faire. Et qui donc, oui, vont essayer de te convaincre d'aider leurs proches à mourir, ou ça peut être la demande du patient aussi, d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un, avant de mourir, t'a déjà confié un secret? Je ne demande pas de le raconter, mais c'est juste la question, est-ce qu'on t'a déjà confié un secret? Quelqu'un qui avait besoin de dire quelque chose qu'il n'avait jamais dit? Oui. Oui, alors c'était pas forcément dit sous l'angle du secret, mais en tout cas, il est arrivé que des patients me confient des choses que je me serais pas permis de restituer à leur famille. Sur l'affection qu'ils pouvaient porter à telle ou telle personne, ou tu vois. Qu'ils aimaient pas quelqu'un. Exactement, et c'est dur. Et parfois, il y a des histoires très touchantes que j'ai posées sur le papier, et il y a des parties que j'ai dû volontairement occulter. Et, oui. Oui, parce qu'il y a... Ils supportent pas leur belle-fille ou leur beau-fils. Et le truc, c'est que moi, je m'oblige à ne raconter mes histoires qu'avec une préoccupation constante de bienveillance. Je veux nuire à personne. Mais malgré tout, voilà, dans toutes les histoires que je raconte, il y a des moments, parfois, que je raconte pas. Parfois, hein, ça reste encore une fois de l'ordre de l'exceptionnel, mais oui, ça arrive. On est quand même les confidents de ces personnes sur des laps de temps parfois assez longs. Donc, est-ce que, dans ta vie personnelle, est-ce que la mort de proche est plus facile à gérer après, quand tu es entre guillemets habitué à en voir dans ton métier? Non. Non, parce que tu es très critique, du coup, par rapport aux soins qui peuvent être apportés à un de tes proches. Parce que je sais que je peux déployer des trésors de patience, d'humanité avec mes patients, mais que moi-même, par exemple, je suis un calvaire avec mes proches quand ils ont un rhume. Parce que je sais pas pourquoi, en fait. Parce que je pense qu'avec mes proches, je retrouve cette préoccupation de trouver une solution tout de suite. Tu identifies un problème et la souffrance de l'autre devient un problème pour toi, et donc tu veux y trouver une solution parce que c'est pas concevable pour toi de voir ton proche souffrir. À l'hôpital, il y a mine de rien ce volet affectif qui est moins présent parce que tu soignes des personnes que tu connais pas, que tu prends un moment T de leur existence, avec lesquelles tu vas tisser ou non du lien d'ailleurs. Il y a des patients avec lesquels il se passe rien, tu vois. Mais oui, je pense que c'est plus compliqué quand ça te touche personnellement. Et toi, tu as perdu ta grand-mère, je crois? J'ai perdu mes 4 grands-parents. Les 4 grands-parents, et je crois que tu as expliqué, en tout cas, lors de la préparation de l'émission, tu avais des relations complexes avec ton grand-père, tu as essayé de te rapprocher de lui, tu t'es rendu compte que finalement, c'est le moment où tu t'es le plus rapproché? En fait, quand ma grand-mère est décédée, c'est à ce moment-là que j'ai véritablement eu le sentiment de faire connaissance avec mon grand-père.
Mon grand-père et mon père ont toujours eu des relations très conflictuelles toute leur vie, qui nous ont finalement tenus à distance de mon grand-père. C'est mon sentiment en tout cas. Et mes parents se séparent, ma grand-mère décède, et j'accompagne mon grand-père dans son deuil. Et je rencontre à, je sais plus, 23, 24 ans, une personne qui me touche énormément en fait. Une personne drôle, une personne incroyablement amoureuse. Il était fou de ma grand-mère et il n'en a jamais fait le deuil. Et du jour où il l'a perdue, il s'est laissé glisser vers une espèce de lente agonie. Et malgré tout, c'est des moments que je chéris parce que je passe beaucoup de temps avec mon grand-père. On le voit plusieurs fois par semaine. Et il nous initie au jaquet, le backgammon. Et c'est des moments pleins d'humour, pleins de tendresse avec lui. Et en parallèle, je vois que mon grand-père est en train de s'enfoncer. Et j'essaye de trouver des solutions à ça. Parce que pour moi, c'est pas concevable de le voir souffrir. Je fais une erreur absurde. J'entends à un moment donné qui se pose la question de savoir si avoir la compagnie d'un animal, ça pourrait lui faire du bien. Et moi, je saute sur l'occasion et j'adopte un petit chaton que je lui offre. Et en fait, il se sent complètement perdu. Il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment gérer ça. Et quelques jours plus tard, j'apprends qu'en fait, il l'a confié à une voisine. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je vis ça avec frustration et colère parce que je me dis, merde, j'essaie de mettre plein de choses en place pour qu'il aille mieux, mais ça ne le rencontre pas, quoi. Il y répond pas. Et avec beaucoup d'orgueil, je mets un terme à notre relation, en fait. Alors, pas officiellement, mais disons que ça coïncide avec le moment où je quitte Bruxelles pour m'installer à Metz. Et par la force des choses, en fait, on parle plus, lui et moi, il y a plus d'échanges. Et je lui en veux, quelque part. Et un jour, mon frère m'apprend qu'en fait, il va être opéré d'un problème au cœur. Et là, je ressens l'urgence de le recontacter parce que je comprends que la situation est grave. On s'appelle, lui et moi, on passe de longues minutes au téléphone comme si on s'était jamais quittés. Je sens qu'il n'y a pas de rancœur de son côté, mais par contre, du mien, il y a beaucoup de culpabilité. Et on se quitte sur un je t'aime, et heureusement qu'il y a eu ce je t'aime, parce que il décède au lendemain de l'intervention. Et oui, c'est cette histoire, je l'ai racontée dans ma deuxième BD, Je serai là. Elle illustre finalement à quel point tu peux déployer des trésors d'humanité avec tes patients et te vautrer complètement quand le deuil touche tes proches. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Tout à fait, oui. Il faut annoncer parfois la mort d'un proche, parfois à des gens qui dorment à côté. Ça, c'est quelque chose de pas facile non plus. Tu dois aller réveiller monsieur, par exemple. Ah, c'est ma hantise. C'est le pire scénario que tu puisses vivre. Est-ce qu'on peut dormir en soins palliatifs Oui, on est très souple avec les familles. On n'a pas d'horaire de visite. Et les familles sont les bienvenues jour comme nuit. Ils peuvent dormir à côté de leurs proches. Et ça m'est arrivé peu de fois, mais quand même quelques fois, où tu constates qu'un patient, une patiente est décédée. Et tu dois l'annoncer à son mari ou qui dort à côté d'elle, quoi. Et c'est terrible parce que tu te dis que... Je pense à une histoire en particulier, mais tu te dis que si cet homme a passé la nuit à côté de son épouse, c'est qu'il avait à cœur d'être là dans les derniers instants. Et toi, tu dois non seulement le réveiller, mais pour lui dire que elle est décédée pendant qu'il dormait. Et je crois que c'est une des situations les plus pourries que j'ai été amené à vivre dans mon métier. Il y a deux scénarios qui sont compliqués, tu te dis. C'est soit quand il est à côté, soit en situation d'urgence, par exemple une hémorragie, ou quand c'est imprévu et tu as été confronté à la colère d'une famille qui t'en ont voulu à toi. Ben oui, parce qu'on a un patient qui arrive dans notre service. L'objectif de la prise en charge, c'est de le retaper, on va dire, pour lui permettre de rentrer chez lui rapidement. Donc voilà, il y a vraiment un objectif de retour à domicile. Sauf que ce patient décède dans la nuit. Et on ne comprend pas pourquoi.
on le retrouve mort dans son lit. Et non seulement tu as ce doute et cette forme de culpabilité de te dire est-ce que je suis passé à côté de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'on aurait pu éviter ce décès? Mais en plus de ça, tu dois appeler, là en l'occurrence c'était son épouse et son fils, pour les informer que leur père et époux a été admis dans notre service l'après-midi, qu'il était censé rentrer chez lui bientôt, mais que là il est mort en fait. Et tu sais même pas leur dire de quoi et pourquoi, tu vois. Et on sent que c'est tendu au téléphone, ça s'est passé une nuit. Et au moment où le fils arrive dans le service, il a envie de me démonter, quoi. Et je le comprends. Pourquoi toi? Parce que c'était toi qui étais en charge. Parce que c'est moi qui étais en charge. J'étais avec ma collègue a accompagné son épouse en chambre. Et lui, je le sens très remonté dans une énorme colère. Et je sens que voilà, il confond un peu tout. C'était en plein Covid, donc il y a aussi cette espèce, tu sais, d'angoisse palpable comme ça à ce moment-là, parce que les gens comprennent pas trop ce qui est en train de se passer avec ce virus, et c'était vraiment au tout début. Et donc il mélange tout, il me dit ouais c'est ça, parce que le Covid c'est un bon prétexte. Et en fait je sens que waouh, ça va être compliqué, quoi. Et au bout d'un moment il devient menaçant physiquement, parce que pour lui son père est décédé parce qu'on a manqué de vigilance ou parce qu'on l'a pas bien accompagné. Et heureusement que ma collègue était là ce jour-là. Elle a senti que c'était en train de partir en vrille, et heureusement que j'ai pu lui passer le relais et qu'elle a réussi à l'apaiser, non, mais en tout cas à temporiser, parce que je me sentais complètement dépassé. Il est décédé de quoi, finalement, vous avez su, après? Non. Sans doute une hémorragie interne ou quelque chose de cet ordre-là, mais non. Est-ce que tu as eu des patients jeunes? Tu n'as pas d'enfants, toi, au service palliatif? Non, alors les enfants sont pris en charge en soins palliatifs pédiatriques. Nous, on s'occupe vraiment que des soins palliatifs pédiatriques? Ouais. Waouh. Ça doit être... Déjà que c'est difficile, soins palliatifs, mais palliatifs pédiatriques... C'est un level au-dessus. Ah, c'est... Les gens qui bossent là-bas... Enfin, les gens Ouais. qui bossent déjà en soins palliatifs, c'est incroyable, bravo, mais alors là... J'adorerais raconter leurs histoires. C'est un projet que j'ai de longue date. J'adorerais rencontrer des soignants en soins palliatifs pédiatriques et raconter leurs histoires. Et parce que encore une fois, je pense qu'on s'en fait une fausse idée. Alors bien sûr, ça doit être des moments parfois très riches, très éprouvants. Mais j'avais parlé avec une cadre d'hématologie pédiatrique qui me disait, tu sais, les enfants, à la différence des adultes, c'est eux qui te montrent le chemin. Eux, ils sont dans la vie en permanence. Chaque jour, quand ils se réveillent, ils veulent trouver une occasion de s'éclater, du fun. Et donc, eux, ils te montrent le chemin et tu as juste à les suivre. Là où, chez les adultes, c'est parfois toi qui dois, les remettre sur le chemin de la vie, tu vois. Et donc, non, les patients les plus jeunes que j'ai été amené à soigner devaient avoir, je crois que le plus jeune, c'était un patient de 28 ans. Et je crois que j'avais plus ou moins 28 ans à l'époque où je les soignais. Donc il y a tout un jeu de projection aussi qui n'est pas forcément évident. Facile. Parce que tu te dis, waouh, ça pourrait être moi dans ce lit. Moi, pour juste te raconter et vous raconter un peu la souplesse des gens qui travaillent dans ces métiers-là. En 2020, je perds mon meilleur ami à Bordeaux. D'un cancer, voilà. Et en fait, on n'avait pas le droit d'aller en plein Covid, en plein mois d'avril. C'était complètement la période qui était fermée. Et ils nous ont laissé rentrer. Ils ont été extraordinaires alors qu'ils n'avaient pas le droit, machin. Ils nous ont laissé rentrer et ils nous ont permis de... C'était quelqu'un qui était extrêmement drôle, tout le temps en vanne, jusqu'à la fin, en second degré. Il avait toujours beaucoup d'humour et tout ça. Et en fait, ils nous ont laissés... ils sont allés chercher dans la cave de l'hôpital, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. On s'était enfermés pour ne pas montrer des allers-retours, etc. On s'était enfermés avec lui, mais lui n'avait plus de réaction. Déjà, c'était vraiment la fin. Et ils sont allés chercher son vin préféré. Dans la cave, ils avaient des petites bouteilles. Et en fait, il adorait du Sauterne, etc. Ils sont allés chercher une bouteille et par hasard, quoi. Ils disaient, on a une bouteille, ils nous l'ont ramenée, mais adorable. Et ça peut paraître bizarre, c'est des anecdotes qu'on raconte jamais, parce que quand t'es pas là-bas, tu peux pas comprendre. Mais comme c'était un mec qui faisait des vannes jusqu'à la dernière minute avant de s'endormir, il nous a fait des vannes. C'est quelqu'un d'extraordinaire.
ils l'ont mis sur un écouvillon, sur une sorte de petit bout de mousse, un peu de sauterne, et ils en ont mis comme ça, etc. Et comme si on avait bu un coup avec lui, quoi. On a essayé de se mettre avec tous ses copains autour de lui toute la nuit, et on s'est fait des vannes. On rigolait. Parce que lui, il n'aurait pas voulu qu'on pleure ou qu'on soit machin. Au contraire, il voulait toujours de la joie tout le temps jusqu'à la dernière minute. Ah, moi, je veux rigoler, etc. Et du coup, il est parti dans une ambiance de fête. Tu vois, où ça pouvait se marrer, où il entendait des blagues, etc. Et je sais pas si je voulais te demander ton avis, parce que c'est intéressant, et peut-être que vous l'avez déjà vécu et tout, mais il était vraiment très, très, très sédaté, il était tout au fond. Et j'ai l'impression que sa respiration changeait quand on faisait des blagues. Est-ce que c'est possible qu'ils entendent? Bien sûr, parce que comme je te le disais, en fait, la sédation, c'est ni plus ni moins qu'un sommeil chimique, un sommeil programmé, si tu veux. Et donc, quand tu es sédaté, tu dors. Et comme toi et moi, quand on dort, en fait, il y a des moments où tu peux être plus alerte à ce qui se passe autour de toi sans forcément être capable de réagir. Et donc, il est possible, effectivement, qu'il y ait des moments où il a entendu ta voix, ressenti, je sais pas, ta main, quelque chose. C'est des choses qu'on constate avec beaucoup de nos patients aussi. C'est ces moments où tu parles à un patient et il sourit alors qu'il est profondément sédaté. Donc oui, bien sûr. Moi, il n'a pas bougé 2 jours avant. Je suis resté 1h30 à côté de lui avec mon autre pote. On est une bande de 3. Et je dis, bon, allez, gros bisous, à demain. Et il n'a pas bougé, il a juste fait... C'est incroyable. Et là, on se regardait avec mon ami Pierre. On n'a pas rêvé, quoi. Il a vraiment fait... Il ne bougeait pas pendant 1h30. Donc, tu as l'impression quand même qu'il y a encore un peu de... Tu vois, qu'à l'intérieur, il t'entend. C'est assez incroyable. Et ça, de toute façon, je pourrais en parler des heures. C'est des sujets qui sont passionnants. Et merci encore aux soignants de l'hôpital, je crois, de Saint-André à Bordeaux, de nous avoir si bien accueillis et d'accueillir si bien les familles, etc. Parce que c'est des métiers où vraiment... je pense que le soir, tu rentres, tu te sens utile. Ouais. Plus utile que quand tu fais face à tes propres démons sur une tablette et que tu dessines. Et tu vois, ça va faire 2 ans là, que j'ai pas travaillé à l'hôpital et ça me manque. Ça me manque de ne pas retrouver ma valeur justement au quotidien, comme ça. Mais pour rebondir sur ce que tu racontais, j'ai raconté une anecdote sur Instagram comme ça qui m'a énormément touché. C'était une mère de famille qui était hospitalisée dans notre service et qui était sédatée. Et ses sœurs, à un moment donné, ont appelé son fils. Elle avait un fils de, je sais plus, il devait avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça. Et elles lui ont mis le téléphone à côté de l'oreille. Et elles lui ont dit, c'est bon, tu peux lui parler, elle t'entend. Et cette patiente était sédatée. Et pendant que son fils lui parlait, elle a ouvert les yeux et elle a pleuré et elle a souri. Et c'était juste beau à voir, en fait. C'était un moment d'une grande émotion. Ah, ils peuvent entendre. Moi, j'ai mis des messages vocaux de tous les copains dans son oreille. Mais c'est très compliqué comme message vocal, parce que tu sais pas trop quoi dire. À la fin, en fait, c'est des moments un peu suspendus dans le temps. Tu as l'impression de vivre du vrai. Ouais. Et pas de... Parce que tu le dis, d'ailleurs, c'est un peu comme un oignon. C'est toi qui donne cette expression... comme si tout s'ouvre en fait très très vite quand tu es dans un service comme ça. C'est dans l'histoire de Mona que je parle du modèle de l'oignon. En fait, c'est un modèle, comment dire, des relations humaines, si tu veux, qui explique les relations humaines et qui explique que quand tu rencontres quelqu'un que tu connais pas, tu te situes à la surface de l'oignon, la partie la plus coriace. Hein. Et donc en général, tu vas avoir des échanges très superficiels. Tu vas parler de la pluie et du beau temps. Et au fur et à mesure que la relation se noue, qu'on crée du lien, tu épluches les différentes couches de l'oignon jusqu'à arriver ou pas à son cœur, qui est la partie la plus tendre, la plus fragile, et qui représente en fait tout ce qu'on enfuit au plus profond de nous. Et c'est ça que j'aime véritablement en soins palliatifs, c'est que je suis pas un mec très doué justement pour faire de la conversation sociale sous un abribus, parler de la pluie et du beau temps. Ça m'apporte rien, ça m'emmerde un petit peu. Et moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens dans ce qu'ils sont, dans l'essence de ce qu'ils sont.
Et en soins palliatifs, je trouve que justement, on épluche les couches de cet oignon très rapidement parce que les gens n'ont plus de temps à perdre, ils ont à cœur de se raconter et de te montrer ce qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Ouais. Et avant de raconter une dernière anecdote, tu viens de dire, en fait, tu as arrêté, aujourd'hui tu n'es plus infirmier en soins palliatifs? En fait, j'ai pris un congé sabbatique parce que j'éprouvais le besoin de trouver un vrai temps d'écriture pour me consacrer à ma première fiction. C'était un enjeu assez différent de raconter une histoire qui ne s'est pas passée et dans laquelle tout restait à inventer. C'est la BD, là, c'est ça? Je suis au-delà de la main. Ouais, c'est ça, la grosse BD, qui est très, très, très sympa à lire, d'ailleurs. Voilà, j'ai eu l'occasion de la voir un petit peu pour préparer l'émission et donc de la lire. Et elle est très, très sympa. Donc ça, complètement fictionné, L'Homme étoilé, voilà, aux éditions Le Lombard. Et là, il y a la nouvelle donc, qui vient de sortir, du coup, Ouais. qui sont cette fois-ci, c'est pas une fiction, mais c'est des anecdotes de vie que tu as vraiment vécues. C'est génial aussi. Ça s'appelle Constellation. Voilà, je vous rappelle, je vous mets le lien dessous. C'est important de le rappeler pour ceux qui prennent l'émission en cours, etc. Donc tu as arrêté pour te consacrer à ça et ça te manque? Oui, alors je dois reprendre, je dois reprendre à l'automne de cette année. Et oui, ça me manque parce que voilà, quand tu es auteur de bande dessinée, ben tu passes ta journée dans ta grotte à avoir l'impression de faire de la merde, parce que moi c'est comme ça que je le vis. Et puis jusqu'à ce que j'envoie mes planches à mon éditeur qui me dit non, c'est bien. Mais donc c'est un combat contre moi-même en permanence. Et c'est vrai que le fait de juste rentrer chez moi le soir et de me dire ouais, j'ai fait du bien à quelqu'un aujourd'hui, j'ai été utile à quelqu'un, ça me manque. Ouais. Pour terminer, tu as eu une dame, une patiente qui s'appelait Lucie, qui t'a demandé, qui a fait une demande d'euthanasie. Oui, Lucie, c'est une patiente que je rencontre entre ma 2e et ma 3e année d'études. Donc en Belgique? En Belgique, ouais. Je fais un stage en hématologie. C'est là que je suis confronté pour la première fois à toutes ces situations d'échecs thérapeutiques, donc de maladies qui ne répondent pas au traitement et de patients qui s'orientent tout doucement vers des soins palliatifs. Qu'est-ce que ça veut dire, hématologie? L'hématologie, c'est la discipline qui s'occupe de toutes les maladies du sang, voilà, de manière simple. Et Lucie est atteinte d'une pathologie grave. Je l'ai suivie durant mon premier stage. J'ai été amené à la recroiser l'été pendant un job d'étudiant en tant qu'aide-soignant, du coup, à ce moment-là. Et puis, je la recroise en tant que professionnel, du coup, à la fin de ma 3e année d'études, pendant un mois de nuit dans ce service. Et sa maladie a évolué, son état de santé s'est dégradé. Et on est sur les derniers jours de sa vie. Elle est en proie à des saignements, une hémorragie constante, qu'on n'arrive plus à temporiser avec des transfusions. Donc elle saigne en continu toute la journée. Elle passe sa journée, en fait, à changer les compresses de son nez. Elle saigne des gencives, elle saigne... Et je la croise une nuit, enfin je la croise, je m'occupe d'elle une nuit, et je la retrouve dans un désarroi et un désespoir incroyable. Elle a un sac poubelle à côté d'elle qui est rempli de compresses ensanglantées. Et je passe littéralement toute la nuit à son chevet, cette nuit-là, à changer les compresses avec elle, et à l'écouter maudire ce qui est devenu sa vie. Parce que c'est intolérable pour elle. Elle a du sang partout, sur ses draps, sur ses mains. Et j'essaye de l'accompagner du mieux que je peux. Je suis encore tout jeune dans le métier, tu vois. Je suis fraîchement diplômé. J'ai pas encore acquis toute l'expérience que je vais acquérir après en soins palliatifs. Et à la fin de la nuit, elle me dit de manière très touchante qu'elle va demander l'euthanasie. C'est la nuit d'un dimanche à un lundi. Elle me dit, lundi matin, je vais demander l'euthanasie. Et le lundi matin, quand je fais les transmissions à l'équipe de jour, je leur transmets sa volonté. Et gros silence. Et un silence que j'accueille pas bien, en fait, parce que je comprends qu'en fait, c'est là qu'on va s'orienter. Je comprends aussi, je sais aussi que même si elle n'est pas euthanasiée dans les jours à venir, elle va décéder dans les jours à venir. Donc finalement, l'euthanasie en elle-même ne change pas grand-chose au problème. Mais la seule chose qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on va vraiment permettre à cette patiente de partir dans un tel sentiment de désespoir et de désarroi? Est-ce que vraiment c'est la dernière chose qu'elle va expérimenter dans cette vie?
Elle est dans une telle colère, elle me dit aussi qu'elle elle veut pas que son fils et son mari soient présents. Elle veut qu'on la tue et qu'on n'en parle plus, qu'elle soit plus un problème. Et ouais, c'est ça qui me remue beaucoup dans cette histoire, c'est l'idée que j'ai le sentiment qu'on lui a administré l'euthanasie comme on administre un Doliprane à quelqu'un qui a mal à la tête. Et j'aurais aimé ressentir qu'on avait un peu plus de préoccupation pour l'intense et l'immense souffrance morale qu'elle était en train d'éprouver. Et je reviens dans le service la nuit du jeudi de mémoire et elle a été euthanasiée le matin. Sa chambre est vide et waouh, je me dis, il y a un truc que je vis pas bien en fait, une forme de culpabilité. Et je retourne dans son dossier. Et j'en sors sa lettre de demande d'euthanasie et je la photocopie. Et je l'ai gardée sur moi pendant 15 ans et je l'ai toujours avec moi. Je l'ai glissée dans chacun des casiers, des vestiaires que j'ai occupés, dans tous les hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé. Parce que pour moi, elle concentrait un problème auquel je n'avais pas encore trouvé de solution. Un truc qui ne s'était pas bien passé, que je n'avais pas encore digéré. Et c'est au cours d'un décès qui ne s'est pas bien passé dans un de mes services de soins palliatifs et qu'on a longuement débriefé avec un ami médecin, que j'ai le sentiment d'avoir trouvé des clés de réponse. Je lui ai parlé de cette histoire et il m'a dit, tu sais, les soins palliatifs, c'est une obligation de moyens, c'est pas sans garantie de résultat. C'est-à-dire qu'on donne tout ce qu'on peut, mais malheureusement, il y a des situations qui nous échappent. Il y a des situations qui ne sont pas idéales, il y a des fins de vie qui se passent mal. Et l'important, c'est les moyens qu'on se donne quotidiennement pour permettre que ça se passe au mieux. Et voilà, c'est une histoire assez douloureuse, l'histoire de Lucie. C'est un cocktail, en fait, de médicaments. En gros, ouais. C'est quoi? C'est un truc à boire? C'est un verre? Non, c'est une injection. Une injection. Ouais. Toi, tu n'as pas assisté, du coup, à celle de... J'ai pas assisté à celle-là, mais j'ai assisté à 2 euthanasies en Belgique. Ouais. Et ils sont conscients? Ils parlent avant, les gens? Oui, ils tout sont à pas fait. sédatés, Ouais. du coup c'est à leur demande. Hein. C'est-à-dire que un médecin ne peut pas pratiquer une euthanasie de son propre chef. C'est à la demande du patient. Là, on rentre dans un cas de figure assez particulier parce que c'est une procédure qui a été très accélérée du fait de son état... de sa pathologie qui était très avancée et que de toute façon elle allait décéder dans les jours à venir. Mais c'est une procédure qui prend beaucoup plus de temps en général, qui est étudiée par un comité médical, un psychiatre, etc. Et avant qu'une décision soit donnée en faveur ou pas de... Mais c'est-à-dire que la sédation, ça t'endort. Il n'y en a pas qui demandent à se faire endormir pendant 1 heure et ensuite à se faire injecter ça. Il y en a qui se font euthanasier complètement lucides, avec leur famille à leur côté. Souvent, l'euthanasie commence par une sédation. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas une seringue qui arrête le cœur brutalement. Et on endort le patient. Et une fois que le patient est profondément endormi, on lui administre le cocktail létal, du coup, qui va induire sa mort. Ouais. Il y a des familles qui assistent à ça? Oui, bien sûr. Et je veux dire, même si je ne suis pas un fervent partisan de cette pratique, il y a des euthanasies qui se passent très bien. Il y a des euthanasies, j'ai des témoignages de soignants en Belgique, en Suisse et tout ça, qui me racontent des euthanasies qui se sont passées dans l'amour, avec énormément d'émotions. Et voilà, mais je pense que tu sais... Ce débat sur l'euthanasie est extrêmement complexe et je pense que ce qui vient le rendre un petit peu stérile, c'est ce besoin un peu pathologique de trouver un camp, d'être soit pro-euthanasie, soit anti-euthanasie. Je pense que c'est important d'y apporter un peu plus de nuances, de se dire que la vérité, elle est pas dans un camp ou dans l'autre, elle est au milieu de tout ça. Et la vraie question que pose ce débat sur l'euthanasie, c'est la question de la souffrance humaine, en fait. C'est que c'est contraire à la volonté humaine de mourir. Personne ne veut mourir. Pas plus en fin de vie atteint d'un cancer que toi et moi. Et moi, je pense que ce qui est super important, c'est de comprendre l'origine de cette demande de mort. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, une personne préfère demander la mort plutôt que de continuer à vivre ? Et quand on investigue, quand on creuse cette demande, on comprend qu'elle émane de beaucoup d'angoisse. L'angoisse de souffrir, l'angoisse de décliner, l'angoisse de devenir un poids pour son entourage.
Et la question que je me pose, c'est si administrer la mort en réponse à cette angoisse, c'est pas un peu passer à côté du problème. Est-ce qu'il y en a qui cachent leur maladie à leur famille? Est-ce que tu en as qui arrivent et qui ne savent pas que leur proche était malade? Oui, bien sûr, ça arrive. Il y a des familles auxquelles on doit annoncer que leur proche est hospitalisé chez nous, atteint d'un cancer incurable et que son décès risque de survenir dans les jours à venir. Et j'ai aussi l'exemple d'une maman d'une trentaine d'années qui a caché sa maladie pendant 3 ans à ses 2 enfants. Donc elle allait suivre ses séances de chimio en oncologie toutes les semaines ou peu importe. Et puis un jour, son cancer est devenu hors de contrôle et elle a été hospitalisée dans notre service. Et c'est la psychologue de notre unité qui a dû apprendre à ses enfants que non seulement leur maman était malade, mais qu'en plus elle allait mourir de sa maladie prochainement. Et c'était très touchant parce que ses enfants n'étaient pas dupes en fait. C'est l'un des deux qui a dit spontanément lui-même, quand la psychologue était avec eux, qu'il savait que sa maman était malade. Il n'a pas mesuré qu'on était dans les derniers instants, mais il savait qu'elle était malade et attendait quelque chose de grave. Tu as une fille de 4 ans et demi. Ouais. Aujourd'hui, tu as expliqué ton métier ou comment tu lui expliques ce que tu fais dans la vie? Pourquoi tu dessines ça, etc. Alors déjà, comme elle a 4 ans et demi et que ça fait presque 2 ans que je bosse plus à l'hôpital, pour elle, je suis pas infirmier. C'est drôle d'ailleurs, quand je lui demande ce qu'elle veut faire plus tard, elle me dit, moi je veux être comme maman, je veux être infirmière. Et quand je lui dis, mais tu sais, papa aussi est infirmier, elle me dit, mais non, toi tu fais des bandes dessinées. et elle sait que je suis infirmier et auteur de bandes dessinées, mais elle sait pas auprès de quelle population je travaille. Et j'avoue que tout à l'aise que je peux être dans mon métier avec l'idée de la mort, du deuil, de la fin de vie, je sais pas comment aborder ça avec elle. On a perdu notre chat il y a 6 mois et je sens que ça la remue beaucoup. Et elle me pose ses premières questions aujourd'hui autour de la mort. Elle est où? Elle s'appelait Pirate. Elle est où, Pirate, en fait, maintenant? Elle va où? On va où après? Et c'est dur, en fait. C'est dur parce que ça nous confronte à notre propre angoisse. C'est-à-dire que j'ai pas de réponse à lui apporter. Je sais pas, en fait, où on va quand on meurt. Mais ça génère tellement d'angoisse, cette incertitude, que tu te dis, je peux pas lui dire ça, en fait. Il faut que je trouve quelque chose de rassurant. C'est les cigognes qui vont t'emmener. Non, c'est très compliqué, ouais, parce que ça fait peur aux adultes. Alors, tu peux pas dire ça à un enfant. Et j'avoue que même quand je lui lis des histoires, et c'est peut-être nul, mais j'évite ces questions-là quand je lui lis des contes. La plupart des contes, c'est toujours le même gimmick. C'est elle a perdu sa maman, elle vit avec son père qui s'est remarié avec une connasse, et voilà. Et donc, souvent, l'histoire de la maman qui est morte et le père qui est veuf et tout ça, j'ai tendance à l'éviter parce que j'ai peur des questions à ce sujet-là. C'est quoi les 5 meilleures minutes de vie que tu as passées avec un patient pour terminer cette interview? Ça, je peux te répondre du tac au tac. C'est la chorégraphie de Bohemian Rhapsody avec un patient. Ce patient s'appelait Roger. C'est celui qui mangeait beaucoup des plateaux? Exactement. C'est ça? Et ce patient, il n'avait pas envie de parler de la maladie. Il avait envie de rester dans la vie jusqu'au bout. Ça n'empêche qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient et qu'il n'osait pas nous poser. Mais il était dans la déconne et je me souviens que chaque jour, quand je m'occupais de lui, je lui mettais de la musique. Au début, tu sais, j'y vais à tâtons, je mets des musiques de films, des trucs un peu passe-partout. Et puis, la relation se noue, le lien se tisse. Et un jour, il me dit hey, « Xavier, ça suffit, à 5 minutes, tes musiques de grand-mère, là, t'as pas envie de me mettre un truc qui dépote un petit peu ?» Et donc, je lui mets les Guns d'abord. Et on finit par explorer Queen. Et il y a ce moment suspendu en dehors du temps qui, je pense, est véritablement un des plus beaux moments de ma carrière. Roger a enfin réussi à mettre des mots à travers en fait une chanson de Queen, Show Must Go On. Je lui explique en fait les conditions dans lesquelles cette chanson a été enregistrée et je sens que ça génère une immense émotion en lui. Et il arrive à me dire qu'il a peur de la suite, qu'il a peur de mourir. Et voilà, le lendemain, j'arrive dans sa chambre. Et je me dis comment on peut investir cet instant. Et je lui dis, Roger,
il y a quand même une chanson de Queen qu'on n'a encore jamais écoutée. Et c'est la meilleure chanson de Queen. Et je lui mets Bohemian Rhapsody. Et pendant les 6 minutes que dure cette chanson, tous les deux, on chorégraphie cette chanson. On refait le clip, là, tu sais. Et pendant ces 6 minutes... Lui aussi? Ouais. Je me souviens qu'il était avec sa brosse à dents et son tube de dentifrice en train de faire la batterie, quoi. Sur le lit? Et sur sa bassine d'eau, quoi. J'allais m'occuper de faire sa toilette. Et ce moment-là, comme je le dis dans la vie, c'est un moment que la maladie n'a pas eu, tu vois. C'est un moment qu'on a volé à la maladie. Et c'est un moment de vie. Et c'était un moment de fun, c'était un moment drôle, c'était un moment touchant. Et c'est un des plus beaux moments de ma carrière, ouais. Tu l'as accompagné jusqu'au bout, Roger? J'étais pas présent lors de son décès. Il est décédé sur une fin de nuit. Et moi, j'ai pris mon poste le matin suivant. Donc, j'ai pas pu l'accompagner dans ces derniers instants, non. C'était quelques jours après Bohemian Rhapsody? C'était 1 ou 2 bonnes semaines après, oui. Est-ce que les moments comme ça peut un peu rallonger? Tu penses que ça fait du bien au corps? C'est ça que je me suis toujours posé, tu vois. Je sais pas, mais je pense que le soutien, l'affection d'une famille, l'amour de ses proches, toute la tendresse et la bienveillance dont on peut faire preuve au chevet d'une personne malade, ça participe à rendre ces moments en tout cas plus faciles, enfin moins difficiles. Et je sais pas si ça rallonge, mais en tout cas, c'est une manière d'investir ces moments de manière plus constructive. Merci beaucoup. L'homme étoilé, Constellation, voilà, si vous voulez lire toutes les BD, je vous mets les liens, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, en cliquable sous la vidéo, aux éditions du Lombard, voilà, avec cette BD qui est vraiment géniale, où tu racontes plein d'anecdotes, où il y a Paulette dedans, où il y a Roger. Roger, c'était dans À la vie, et Paulette, dans Je serai là. C'est les BD mes premières BD, en fait. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. T'as été très bon, tu t'es senti bien? Oui, franchement, c'était cool. On aurait pu encore passer 1 heure tranquille. T'as été très bon. Agréable. T'as expliqué super bien ton métier. On a vraiment, j'imagine, et j'espère pour vous aussi, chez vous, pu vous mettre à sa place et imaginer un peu ce que tu as pu vivre et ce que tu vis au quotidien. Voilà, grosse pensée encore à tous les infirmiers, en général, les infirmières, et tous ceux des soins palliatifs, en particulier sur cette émission. Voilà, petite pensée pour tes collègues. Et bon courage si tu retournes après ces 2 années sabbatiques, du coup, pour écrire les BD qui sont vraiment très chouettes. Voilà, si vous voulez les chercher, c'est vraiment un chouette cadeau aussi. Je vous embrasse. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé cette émission. On vous met une émission tous les mercredis, vendredis et dimanches, à chaque fois sur Légende. Merci de vous abonner. Prenez 30 secondes. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter si vous êtes en voiture ou ailleurs, en podcast audio sur Google Podcast, Spotify, Deezer, même Amazon Podcast, on est partout. Donc merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux. On est premier des podcasts aujourd'hui, tournage en France, des podcasts audio. Donc merci 1000 fois d'être là de plus en plus nombreux et à très vite.